Aujourd'hui, on continue avec la saison 5 de la série télévisée Teen Wolf. Attention aux spoilers, restez vigilants. Cette nouvelle saison s'ouvre sur une période charnière pour Scott et sa meute, alors qu'ils s'apprêtent à entrer en terminale, un moment censé être rempli de promesses d'avenir. Mais à Beacon Hills, rien n'est jamais simple. De nouvelles forces obscures émergent, et les mystérieux Dread Doctor commencent à semer le chaos avec leur création terrifiante, les chimères. Pendant ce temps, un ancien camarade, Theo, refait surface, prétendant vouloir rejoindre la meute de Scott. Mais peut-on vraiment lui faire confiance? En parallèle, Lydia se retrouve dans une situation critique, confinée à Ancient House, où elle devra puiser dans ses pouvoirs de Banshee pour survivre. Quels secrets les Dread Doctor cachent-ils? Comment Scott et ses amis affronteront-ils ces nouvelles menaces? Et que réserve l'avenir pour cette meute de héros? Pour ceux qui n'ont pas encore vu les saisons précédentes, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans les commentaires pour vous rattraper. Restez avec moi pour plonger dans cette saison 5 intense et pleine de suspense. La scène se déplaça vers l'hôpital Ancient House où Lydia est confinée à cause de sa maladie mentale. À l'intérieur de l'hôpital, une infirmière se tient à côté de Lydia pour la surveiller en train de se doucher. Après un bon moment, l'infirmière regarde sa montre et dit à Lydia que c'est bon qu'elle reste trop longtemps, mais Lydia ne répond pas. Ensuite l'infirmière réplique en disant qu'elle ne croit pas à sa maladie mentale, et comme Lydia ne répondait toujours pas, elle se précipite vers elle en appelant son nom, mais toujours aucune réponse. Elle lui demande de la regarder, mais Lydia est inconsciente et ne réagit pas. Elle est ensuite conduite vers sa cellule à travers un couloir, où il y a d'autres détenus également. Une fois dans sa cellule, l'infirmière dit au docteur d'augmenter sa dose de vaccin à 3 mg avant de partir. Le docteur s'approche de Lydia, lui injecte une aiguille dans la main pour vérifier une réaction, mais il n'en obtient aucune. Troublé, il déclare qu'il ne trouve pas de veine. Il tente à nouveau, enfonçant complètement l'aiguille, mais Lydia reste insensible. Le docteur décide alors de viser une veine plus large. Juste avant qu'il ne lui injecte l'aiguille dans le cou, Lydia se redresse soudainement et pousse un cri puissant. Son cri de Banshee neutralise le docteur. Lydia se lève, ouvre la porte et se dirige vers la sortie. Là, un garde essaie de l'arrêter mais elle arrive à le maîtriser rapidement et le met à terre. Quant au second garde, elle utilise la puissance de son cri pour la maîtriser, puis continue sa fuite et se dirige vers la sortie de l'hôpital. Une fois dehors, d'autres gardes commencent à l'encercler. Alors n'ayant pas d'autre choix, elle affronte le premier garde en lui, donnant un coup de pied et le projette au loin. Les deux autres gardes essaient de l'attaquer, mais Lydia utilise sa force surhumaine de Banshee pour les projeter rapidement au loin. Ensuite elle continue sa fuite en descendant des marches et croise l'un des frères jumeaux loup-garou qui marche vers lui en lui disant que son traitement n'est pas encore fini. En ce moment, Lydia est un peu distraite, et les gardes arrivent à le taser, ce qui l'affaiblit sur le champ. Elle essaie de se relever, mais les gardes la retiennent. Elle rétorque en disant qu'elle doit avertir ses amis parce qu'ils sont en danger. Pendant ce temps, Scott est avec Styles dans les bois. Ils discutent des prix des chambres étudiantes à louer près des universités. Scott trouve les loyers très chers, mais Styles remarque qu'ils sont proches des campus. Ils parlent de leur projet pour l'année de terminale et se demandent si cette année sera normale ou marquée par des événements surnaturels comme dans les saisons précédentes. Styles exprime son inquiétude. Cela fait un mois que personne n'a essayé de les tuer, ce qui est inhabituel. Pendant ce temps, leur troisième ami Liam est attaché à un arbre pour surpasser la pleine lune. Liam essaie de leur parler en disant que tout va bien, affirmant qu'il peut se contrôler. Scott hésite parce que lors de la dernière pleine lune, Liam avait fait des dégâts dans la ville. Avant de le détacher, Scott lui demande s'il a vraiment un contrôle total de la situation, et Liam lui confirme qu'il a un contrôle total et Scott finit par le détacher. Au poste de police, Parrish est chargé de faire plusieurs tâches à la fois, comme répondre au téléphone des clients et de vérifier le générateur qui produit de l'électricité pour satisfaire la population. Tout ce travail l'agace, car il estime que ce n'est pas son rôle. Il se plaint à son supérieur, le père de Styles, disant qu'il veut des tâches plus importantes. En même temps, le père de Styles lui tend un fiche de plainte de tapage et lui dit d'aller vérifier les lieux. Une fois arrivé sur le lieu, il s'introduit dans la maison sans savoir ce qu'il attend à l'intérieur. Tenant sa torche, il avance doucement en disant s'il y a quelqu'un à l'intérieur. En avançant doucement, il arrive à une impasse où un mur bloque le passage. Derrière ce mur, il attend du bruit. Il court rapidement chercher un piquant pour dégager le passage. Avec toute sa force, il essaie de briser le mur. Après 2 et 3 coups forts, un liquide rouge commence à jaillir du mur et s'éclate sur son visage. Dans un état brusque, une créature surnaturelle sort du mur et le soulève par son cou, et rugit comme un loup-garou. La créature déclenche ses griffes bleues et l'enfonce dans le ventre de Parrish, ce qui fait déclencher ses pouvoirs. En voyant ses yeux, la créature lui dit qu'il n'est pas un loup-garou, mais quelque chose, puis il la laisse tomber par terre. Ensuite, la créature réplique en disant qu'il va lui laisser la vie sauve s'il lui dit où se trouve Scott. Risquant toute sa vie,
Parrish lui répond en disant qu'il n'a jamais entendu parler de Scott. La créature avec toute sa rage déploie ses griffes et déchire la poitrine de Parrish puis s'en va. De leur côté, Scott, Styles et Liam se rendent à l'école pour participer à la cérémonie de gribouillage. Liam demande ce que cela signifie, et Styles lui explique que c'est une tradition réservée aux diplômés. Alors qu'ils sont en route, la voiture s'arrête soudainement. Scott et Styles descendent pour vérifier le problème, laissant Liam seul dans la voiture. En réparant la voiture, ils entendent un bruit électrique de coups de tonnerre tout proche d'eux. Pendant qu'ils cherchent à savoir ce que c'est, Liam a démarré la voiture et leur dit qu'ils doivent s'en aller. Au même moment, quelque part dans la ville, Malia et son père et les autres se sont mobilisés pour soulever un arbre abattu par le tonnerre pour libérer la route. Comme Malia est un loup-garou, elle seule arrive à soulever l'arbre juste avec une seule main, ce qui paraît bizarre à tout le monde. Après cela, elle et son père remarquent qu'ils n'y ont plus de réseau sur leur téléphone. Malia s'inquiète, mais son père la rassure qu'il va lui chercher un chauffeur pour qu'elle aille aussi à la cérémonie de gribouillage. Juste en ce moment, les trois garçons arrivent avec leur voiture pour l'amener à la cérémonie. Plus tard, Melissa rentre chez elle après un appel d'urgence à l'hôpital. Elle découvre que Scott n'est pas à la maison. Elle trouve une note indiquant qu'il est à l'école, mais s'inquiète de son absence. À son insu, la créature était présente dans la maison de Scott également. Après le départ de Melissa, la créature se rend aussi compte du message que Scott a laissé pour sa mère qu'il serait à l'école. Pendant ce temps, Kira revient d'un voyage avec ses parents. Leur voiture est bloquée à cause de la tempête, et elle essaie d'obtenir un signal pour appeler Scott, mais le réseau ne travaille pas. Quand elle rentre à nouveau dans la voiture, elle dit à ses parents qu'elle serait en retard à cause de leur arrêt, et sa mère lui demande ce qu'elle ira faire à l'école. Son père dit qu'il ne sait pas ce qu'est cette fête, mais ils écriront probablement leur nom sur quelque chose à l'école. Sa mère suggère que cela ressemble à du sabotage, mais Kira explique que ce n'est pas le cas, c'est une tradition pour marquer l'événement. Pendant ce temps, Scott arrive à l'hôpital avec Styles. Il lui dit qu'il ne parvient pas à joindre Kira. La mère de Scott arrive ensuite avec un patient accidenté sur la route de l'aéroport. Elle informe Scott qu'un camion renversé bloque toute la route. Scott décide alors d'aller chercher Kira lui-même et demande à Styles d'accompagner Malia au lycée puis s'en va. Parallèlement, un jeune homme est conduit par des policiers. Il semble être armé et dangereux, et le shérif demande à ce qu'il soit mis en détention. Pendant ce temps, Scott revient à la maison pour chercher sa moto avant d'aller chercher Kira. Quand il revient, il remarque le message qu'il a laissé pour sa mère était par terre, et des trucs étranges se passent dans la maison puis un tremblement s'ensuit. Parrish, de son côté, tente de contacter quelqu'un pour demander de l'aide. Lydia arrive et l'assiste. Le shérif et Melissa l'emmènent à l'hôpital pour le soigner. En discutant entre eux, Parrish se relève avec ses yeux brillants. Par peur, le shérif lui pointe son arme dessus pour se défendre dans le cas où Parrish perd le contrôle. Dans un moment de silence, la blessure de Parrish se guérit, et il révèle qu'il faut trouver Scott. Pendant ce temps, toujours coincée dans la voiture, Kira entend le bruit d'une moto s'approcher. Rapidement, elle sort de la voiture pour aller croiser son amant Scott qui roule à toute vitesse pour la retrouver. Dès qu'ils se retrouvent, vous-même vous le savez forcément, ils se sont embrassés sous la pluie. En ce moment, Parrish essaie d'expliquer à Melissa et le shérif ce dont la créature est capable de faire s'il arrive à retrouver Scott. Il leur dit que la création est capable de voler le pouvoir de toutes espèces qu'il trouve sur son chemin. Liam étant juste à côté, écoute toute l'explication de Parrish, puis s'en va par peur pour avertir Styles et Malia que Scott est en danger. Styles et Malia arrivent enfin au lycée et s'inquiètent pour le fait de ne pas pouvoir rejoindre Scott et Kira. Les autres étudiants aussi arrivent à temps à l'école. En discutant, ils se sont perdus dans leurs pensées et ont commencé par s'embraser. Malia, avec son Louis très actif, entend l'arrivée de quelqu'un venant de loin. Juste en ce moment, Liam est arrivé avec une grande ardeur mais est renversé par Malia. Ensuite, il déclare que Scott est en danger. En ce moment, Scott et Kira se précipitent vers le lycée. En chemin, ils s'arrêtent pour passer un bon moment mais fuient interrompre par la présence de la créature. Scott est mis à terre rapidement. Kira sort rapidement son katana pour essayer d'arrêter la créature mais est maîtrisée et mise à terre rapidement d'un seul coup de main. La créature se retourne ensuite vers Scott pour terminer ce qu'il a commencé en lui disant s'il est un vrai alpha de venir la combattre. Un autre combat s'ensuit mais Scott fuit et vaincu à nouveau. Au moment où la créature s'apprête à éliminer la Scott, un autre loup-garou nommé Théo apparaît sur le lieu de combat pour essayer d'aider Scott, mais lui aussi n'a pas pu tenir le coup face à la créature et fuit éliminé facilement. Scott, à nouveau debout, essaie de se battre, mais est arrêté par la créature. Ayant le contrôle total de la situation, il enfonce ses griffes bleues dans le ventre de Scott pour aspirer son pouvoir et Scott s'affaiblit lentement. C'est à ce moment que Styles et les autres sont arrivés. La créature, croyant avoir contrôlé la situation, fut surprise de voir Scott reprendre sa force de loup-garou alpha.
Lentement Scott se relève et arrive à briser le bras de la créature et arrache les morceaux de griffes insérés dans sa poitrine. Tout en étant dans sa forme de loup-garou, Scott avoue qu'il ne sait pas ce qu'il cherche mais il lui laisse le choix de partir. Soit il continue de se battre et mourir sur le champ. La créature, n'ayant aucune chance, s'enfuit rapidement. Après le départ de la créature, le nouveau loup-garou Théo se présente au groupe et Scott se rappelle de lui d'avoir fait le cours primaire ensemble. Les quatre retournent au lycée et retrouvent Lydia en pleine forme qui se plaint de leur absence depuis longtemps. Le groupe se dirige ensuite à la cérémonie où tout le monde passe un par un, écrit leur nom avec du feutre sur une étagère. Arrivé au tour de Scott, il mentionne son nom et celui d'Allison également avec une grande tristesse car elle est morte, mais elle est toujours présente dans leur cœur à jamais. Pendant ce temps, la créature revient auprès de ses mentors à un endroit étrange et demande encore un peu plus de force pour vraiment éliminer Scott la prochaine fois. Dans un instant, des individus masqués apparaissent, lui rappellent que l'échec n'est pas toléré, que leur temps est compté et le tuent immédiatement. Succombé par terre, plusieurs oiseaux sortent de son corps et s'envolent. Lydia, toujours à l'hôpital, est interrogée par le docteur qui se fait passer pour son amante aidant et lui demande ce qui s'est vraiment passé à elle et ses collègues au lycée. Lydia, perdue dans ses pensées, ne sait pas vraiment quoi dire et le docteur sort une petite machine pour la forcer à parler. La scène se déplaça vers la clinique vétérinaire. Scott apporta une griffe du loup-garou mutant pour analyse. Le vétérinaire conclut qu'il s'agissait d'une griffe d'aigle. Mais comment un loup-garou pouvait-il faire pousser une telle chose? Pire encore, elle pouvait absorber le pouvoir de l'alpha. Le vétérinaire avertit que, bien que le pouvoir d'un véritable alpha ne puisse pas être pris par des moyens ordinaires, quelqu'un perturbait l'ordre naturel. Il expliqua que seul un bêta créé par Scott lui-même, comme Liam, pouvait potentiellement prendre son pouvoir. Bien que Scott ait confiance en Liam, il fronça les sourcils, réalisant que Théo, le bêta nouvellement rejoint, pourrait avoir des arrière-pensées. À leur insu, ceux qui enfreignaient les règles surnaturelles étaient les redoutables médecins, créant des monstres légendaires. Styles se méfiait profondément de Théo. Utilisant l'autorité de son père en tant que shérif, il a enquêté sur les antécédents de Théo, découvrant une vieille contravention émise au père de Théo 8 ans auparavant. Malia, la petite amie de Styles, ne comprenait pas pourquoi il était si hostile envers Théo. Juste à ce moment-là, Théo s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux et leur fit un signe de la main enthousiaste. Malia questionna la méfiance de Styles, et Styles répondit fermement. C'était parce qu'il se souvenait de l'apparence de Théo 4 ans plus tôt, et il était sûr que ce n'était pas Théo. Pendant une pause, Styles a confronté Scott pour interroger Théo et découvrir la vérité sur son identité. Théo expliqua comment il était devenu un loup-garou. Une nuit, alors qu'il s'entraînait à faire du skateboard, il tomba et se blessa à la jambe. Le skateboard volant, étrangement, ne fit aucun bruit à l'atterrissage. Lorsque Théo leva les yeux, il vit une créature monstrueuse qui le tenait, un loup alpha musclé aux yeux rouges. Théo fut mordu à l'abdomen et transformé en loup-garou. De tels alphas étaient rares. Styles insista, demandant pourquoi Théo n'avait pas rejoint la meute de l'alpha. Théo répondit qu'il venait de vivre sa première pleine lune lorsque le loup alpha mourut tragiquement. Styles poursuivit plus loin, sceptique quant à une telle coïncidence et sous-entendant que Théo mentait. Obligé d'élaborer, Théo dit que l'alpha avait été tué par 2 loups bêta de la meute, qui avaient ensuite pris le relais. Scott et Styles échangèrent un regard. Ces 2 bêtas étaient probablement les fameux loups jumeaux. L'histoire de Théo avait désormais du sens, car les loups-garous pouvaient détecter les mensonges en écoutant les battements de cœur. Le rythme cardiaque de Théo resta stable tout au long de l'histoire. Pourtant, Styles n'était toujours pas convaincu. Théo raconta ensuite divers détails personnels pour valider son identité. Cela finit par convaincre Scott, à la grande frustration de Styles. Bien que l'identité de Théo ait été vérifiée, Styles était déterminé à découvrir ses véritables motivations. Après avoir gagné la confiance de Scott, Théo a cherché à gagner sa sympathie, déplorant sa solitude de loup-voyou et exprimant son désir d'un sentiment d'appartenance, un endroit où il pourrait se reposer, comme un grand arbre offrant de l'ombre. Avant que l'interrogatoire ne puisse continuer, la cloche de l'école a sonné. Scott a été influencé par la vulnérabilité de Théo, mais Styles est resté prudent, convaincu que Théo cachait quelque chose. Plus tard, Styles a volé les documents de transfert de Théo au bureau de l'école. En les comparant à une contravention vieille de 8 ans, il a découvert une incohérence. La signature sur le formulaire de transfert présentait des signes de tremblement, indiquant qu'il s'agissait d'un faux. Cependant, les amis de Styles ont rejeté ces inquiétudes comme de la paranoïa. Frustrés par leur incrédulité, Styles s'est déclaré avec colère le seul à voir la vérité au milieu du chaos. Après l'école, Styles et Liam ont suivi Théo jusqu'à la périphérie de la ville. Ils ont trouvé Théo debout sur un pont en bois, regardant au loin avec mélancolie. Les loups-garous pouvaient sentir les signaux chimiques émotionnels, alors Styles a exhorté Liam à flairer les sentiments de Théo. Liam a détecté de la tristesse,
réalisant que Theo pleurait sa défunte sœur. Embarrassé par leur intrusion, Styles a rapidement essayé de reculer, mais Theo les avait déjà remarqués. Se tournant vers eux, il a demandé, avec une curiosité feinte, pourquoi ils le suivaient. Styles refusa de répondre. Allant droit au but, Theo demanda pourquoi Styles ne lui faisait pas confiance. Acculé, Styles révéla la différence de signature, sa seule piste. Ayant été attrapé, Theo joua la carte de l'émotion, disant qu'il avait rejoint la meute de Scott parce qu'il voulait trouver des amis prêts à risquer leur vie pour se protéger les uns les autres, comme ils le faisaient tous. Les paroles sincères de Theo laissèrent Styles sans voix. Peu de temps après, Scott arriva. Bien qu'il ne grondât pas Styles, ce dernier était frustré par son manque de progrès. De colère, il frappa la voiture, se blessant à la main. Scott enroula doucement sa grande main autour de celle de Styles, absorbant sa douleur. Malgré leurs opinions divergentes sur Theo, leur lien resta inébranlable. De retour chez lui, Theo confronte ses prétendus parents en brandissant les deux signatures qui ne correspondent pas. Les faux parents, terrifiés, ne peuvent que trembler de peur. Theo remarque calmement que les signatures devraient correspondre parfaitement. Ignorant les excuses balbutiées de son père, Theo propose une explication raisonnable. Le bras de son père devait être dans le plâtre, ce qui rendait l'écriture difficile. Résolu, Theo saisit un marteau et, d'un air sinistre mais calme, fracasse la main de son père. Pendant ce temps, une fille nommée Tracy vomissait une flaque de liquide noir mélangé à des plumes de corbeau. Récemment, elle avait été en proie à des cauchemars récurrents où 3 médecins de style cyberpunk modifiaient son corps. Réveillée en sursaut par le rêve, elle remarqua des corbeaux qui tournaient autour de sa lucarne. Alors qu'elle tentait de se rendormir, elle se rendit compte que la lucarne était ouverte. Alors qu'elle tentait de la fermer, une main surgit de l'obscurité et la tira vers le bas. Tracy confia à la conseillère d'orientation scolaire les choses étranges qui lui arrivaient. La conseillère la rassura en lui disant que la plupart des rêves n'étaient qu'un moyen pour le cerveau de s'entraîner à gérer les crises, suggérant que Tracy était simplement trop anxieuse. Mais ce qui s'est passé ensuite a bouleversé la compréhension du conseiller. Tracy a vomi une autre flaque de liquide mélangé à des plumes de corbeau. Après avoir quitté le bureau, Tracy avait l'air effrayée, évitant la foule et évitant le rire et la joie. Alors qu'elle ouvrait son casier, le couloir plongea soudain dans l'obscurité. Le bruit des crépitements d'électricité et des chocs métalliques résonna dans ses oreilles, comme si elle avait glissé dans un cauchemar éveillé. Paniquée, elle ouvrit rapidement son casier et en un clin d'œil, le monde redevint lumineux. Le bruit des étudiants autour d'elle lui apporta un certain réconfort. Dans le couloir sombre, du sang commença à couler de son casier. Soudain, les terribles médecins de ses rêves rampèrent vers elle, pas à pas. La jeune fille impuissante ne peut que fermer les yeux et murmurer à elle-même « Il n'y a rien là-bas. Ce n'est qu'un rêve. » Mais en un instant, les terribles médecins étaient juste devant elle. Leur présence oppressante lui rendait la respiration difficile. Juste à ce moment-là, une voix l'appela par son nom, c'était comme une bouée de sauvetage, la tirant hors du cauchemar alors qu'il commençait à s'effondrer. Une silhouette familière se présenta devant elle, c'était Lydia. La conseillère scolaire était la mère de Lydia, donc Lydia avait eu vent des étranges expériences de Tracy. Après le départ des deux filles, 4 marques de griffes sont apparues sur le casier de Tracy, confirmant qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Pour aider Tracy à enquêter sur ses rêves hantés, Lydia a fait appel à l'adjoint. Il semblait y avoir une alchimie croissante entre les deux, une romance potentielle se préparait entre la brillante beauté de l'école et l'adjoint stoïque. Tracy habitait dans une chambre mansardée et l'adjoint inspecta soigneusement sa lucarne. La fenêtre, soi-disant scellée, avait en effet été trafiquée. Lorsque l'adjoint monta sur le toit, son expression devint sombre tandis qu'il observait la scène. En bas, Lydia et Tracy lui demandèrent ce qu'il avait vu, mais l'adjoint choisit de garder ça pour lui. En vérité, le toit était jonché de cadavres de corbeaux. Pour enquêter davantage, l'adjoint décida de monter la garde cette nuit-là, et Lydia se porta volontaire pour rester avec lui. Pendant ce temps, Liam faisait face à son propre dilemme. Son meilleur ami, Mason, était récemment devenu obsédé par la recherche de créatures mythiques après avoir rencontré un berserker. Mason ne savait pas qu'un loup-garou était à ses côtés tout le temps. Avec les encouragements de Styles, Liam a décidé d'avouer la vérité à Mason. Ils ont convenu de se retrouver à l'école le soir. À la tombée de la nuit, l'adjoint montait la garde devant la maison de Tracy. Mais, sans qu'il le sache, Tracy n'était plus dans son grenier. Son comportement avait complètement changé. Son visage était impassible, ses yeux étaient froids. Peu de temps après, Lydia arriva. Elle et l'adjoint supposèrent que Tracy était toujours dans sa chambre, et leur surveillance se transforma rapidement en une conversation informelle qui ressemblait davantage à un rendez-vous.
De retour à l'école, alors que Liam s'apprêtait à révéler son secret, un loup sauvage apparut, les traquant. En une fraction de seconde, Liam se transforma en loup-garou juste devant Mason, poussant un rugissement semblable à celui d'une oie qui fit fuir le loup. Mason passa de l'incrédulité à la pure excitation. Le loup sauvage s'enfuit vers les faubourgs de la ville, pour se transformer en un bel homme, Théo. Non seulement Théo pouvait se transformer complètement en loup, mais il gardait également le contrôle total de lui-même. Avec un sourire malicieux, Théo s'élança nu dans les bois. Au laboratoire des docteurs de la terreur, Tracy, qui était somnambule, s'est enfin réveillée. Au début, elle pensait que c'était juste un autre cauchemar humide et que rien de tout cela n'était réel. Mais alors que le trio de docteurs de la terreur l'entourait, se préparant à effectuer de nouvelles expériences, la réalité la frappa de plein fouet. Ils lui injectèrent un mystérieux liquide et Tracy cessa de se leurrer. Ce n'était pas un rêve. La lucarne brisée, les marques de griffes sur son casier, tout cela était de son fait. Le monstre à l'intérieur de Tracy se réveillait. Pendant ce temps, un fauteur de troubles nommé Donovan a effrontément menacé le shérif au milieu de la station. Cela a rendu furieux son avocat, qui avait travaillé pour obtenir une réduction de peine pour Donovan. L'avocat a maintenant réalisé qu'il n'y aurait pas d'accord. Au contraire, Donovan pourrait être condamné à 3 à 5 ans de prison supplémentaire pour son comportement. Sur le chemin de la prison, le transport de Donovan prit une tournure terrifiante. Le policier qui conduisait se retrouva soudain paralysé, incapable de bouger les mains ou les pieds. Une créature rôdait sur le toit de la voiture. Lorsque le véhicule s'arrêta, une fille surgit. Ce n'était autre que Tracy, désormais l'une des expériences des Dread Doctors. D'un seul coup de poing, elle tua le policier, son sang giclant partout. Alors que Donovan tentait de s'échapper, les deux médecins l'ont rattrapé et lui ont percé le crâne. L'affaire a rapidement dépassé les capacités de la police. Le shérif demanda à Scott d'utiliser ses sens aiguisés pour traquer Donovan. Bien sûr, Scott a trouvé un Donovan terrifié, mais il n'était pas seul. Théo avait observé depuis l'ombre. Durant l'interrogatoire de Donovan, il fut tourmenté par des murmures et des bruits de grincement d'engrenages dans sa tête, un effet secondaire de ce que les docteurs de la terreur lui avaient implanté. Mais Donovan garda cela pour lui, admettant seulement que Tracy avait tué l'officier et l'avocat. Le shérif relaya cette information à Scott et aux autres, sachant que lorsqu'il s'agissait de menaces surnaturelles, seule la meute de loups-garous avait une chance. La meute s'est réunie pour discuter de la façon de capturer Tracy. Mason, qui rejoignait leur groupe pour la première fois, était ravi de constater qu'il y avait tant de loups-garous autour de lui. Juste à ce moment-là, Tracy, disparue, est apparue de manière inattendue en classe. Elle gardait la tête baissée, haletante, comme une bombe à retardement prête à exploser. Pour protéger tout le monde, Liam a intentionnellement déclenché l'alarme incendie pour évacuer les élèves. Mais alors qu'il partait, une fille au bon cœur a essayé d'aider Tracy, mais Tracy lui a attrapé le bras d'une poigne de fer. La fille a grimacé de douleur, incapable de se libérer. La meute s'est lentement approchée, essayant de calmer Tracy, mais à ses yeux, ils étaient tous les Dread Doctors de ses cauchemars. Les frontières entre la réalité et les rêves se brouillèrent, laissant Tracy incapable de distinguer la vérité. Finalement, elle libéra la fille et s'effondra au sol, sa bouche dégoulinant d'un étrange liquide argenté. La meute l'emporta rapidement, la fille blessée déconcertée par ce qui s'était passé. Méfiante, elle se retira malgré les tentatives de Liam pour la surveiller. Cependant, alors qu'elle lavait le sang de son poignet, elle remarqua quelque chose de choquant. La blessure avait complètement guéri sans laisser une seule cicatrice. Tracy, inconsciente, fut emmenée à la clinique vétérinaire. Après examen, le vétérinaire découvrit des traces de greffe de peau sur son épaule, probablement issues d'un autre organisme. Quant au liquide argenté, même le vétérinaire était perplexe. Plus étrange encore, la peau de Tracy était incroyablement résistante. Même les instruments chirurgicaux tranchants ne pouvaient pas faire une égratignure. Par mesure de sécurité, le vétérinaire utilisa de la poudre de frêne pour créer une barrière autour de la clinique, une barrière qu'aucun être surnaturel ne devrait pouvoir franchir. Pendant ce temps, Lydia et Kira étaient chargés d'enquêter sur la chambre de Tracy, soupçonnant qu'elle était peut-être encore somnambule. Liam décida de consulter d'autres meutes de loups-garous pour obtenir des indices, mais ses efforts furent vains. En regardant une photo de Tracy, il se souvint soudain de quelque chose. Lors d'une surveillance avec Styles dans les bois, Liam était tombé dans une fosse boueuse où il avait trouvé un collier identique à celui de Tracy. De retour à la clinique, l'équipe a fait une découverte terrifiante. La colonne vertébrale de Tracy bougeait. C'était comme si elle était vivante. Lorsque le vétérinaire a appuyé sur son cou avec un doigt, la colonne vertébrale s'est déplacée. Quelques instants plus tard, le dos de Tracy s'est ouvert tout seul, giclant du sang sur Scott et le vétérinaire.
La vision grotesque devint encore plus horrible lorsque sa colonne vertébrale se détacha de son corps, se transformant en queue. Prise au dépourvu, la queue de Tracy fendit le groupe, les paralysant tous. Elle se jeta alors vers la barrière de cendres et la franchit sans effort. Cela n'aurait pas dû être possible. Aucune créature surnaturelle ne pouvait franchir une telle ligne. Même Scott avait à peine survécu à cette situation lorsqu'il avait accédé au statut d'alpha. Paralysé, le groupe ne parvenait pas à comprendre ce qu'ils avaient vu. Bien que les loups-garous guérissent rapidement, leur corps avait besoin de temps pour évacuer le venin. Malia fut la première à se remettre et se lança immédiatement à leur poursuite. Pendant ce temps, Liam, Style et Mason se rendirent dans les bois et trouvèrent la fosse boueuse dont Liam se souvenait. En se basant sur le sol et les empreintes de mains, ils déduisirent quelque chose de terrifiant. La fosse avait autrefois été une tombe. Quelqu'un y avait été enterré, mais avait creusé pour en sortir. Puisque le collier de Tracy n'était pas à l'intérieur, cette tombe appartenait probablement à quelqu'un d'autre. Cette pensée leur fit froid dans le dos. Combien de tombes comme celle-ci pouvait-il y avoir ailleurs? Tracy, désormais hors de contrôle, s'est précipité dans le commissariat du shérif. Le conseiller d'orientation scolaire était également présent. Là, Lydia et Kira se sont précipités sur les lieux pour trouver le commissariat en plein chaos. Les balles n'ont eu aucun effet sur Tracy. Elle était inarrêtable, sauf Kira, qui a réussi à la retenir. Lorsque Lydia a été blessée en protégeant sa mère, l'énergie latente de Kira a fait surface, l'entourant d'une aura lumineuse qui ressemblait à un puissant esprit de renard. Avec cette nouvelle force, Kira a frappé et sectionné la queue de Tracy d'un seul coup. À la clinique vétérinaire, Théo se présente. Il propose d'aider Scott, affirmant qu'il veut donner un coup de main mais ne cherche pas à rejoindre la meute de Scott ou à se conformer à ses règles. C'est un geste calculé, que Scott ne peut refuser sans paraître déraisonnable. Blessé et vaincu, Tracy s'enfuit dans un sous-sol. Malia arrive peu après avec Kira, épuisée par le combat, et Lydia qui reste pour s'occuper d'elle. C'est à Malia qu'incombe la tâche d'affronter Tracy. Avant que Malia ne parte, Lydia l'avertit que Tracy est toujours somnambule et qu'elle doit se réveiller. Au sous-sol, Malia trouva Tracy qui n'était toujours pas dans sa forme monstrueuse finale, ce qui rendit le combat équitable. Les deux s'affrontèrent férocement, échangeant coup pour coup. Finalement, Malia saisit son opportunité et plaqua Tracy au sol. Essoufflée, Tracy sortit de sa transe. La fureur meurtrière dans ses yeux avait disparu, remplacée par le regard effrayé d'une fille sans défense. Elle semblait plus perdue que dangereuse maintenant. Malia réprima son instinct de frappe, choisissant plutôt de parler calmement. Elle essaya de tout expliquer, de faire comprendre à Tracy que c'était réel et qu'elle ne pouvait pas continuer à le nier. Mais avant que Tracy ne puisse comprendre ce qui se passait, deux des docteurs de la terreur apparurent. L'un injecta à Tracy un mystérieux liquide, tandis que l'autre retint Malia avec aisance, démontrant ainsi sa force incroyable. Submergée, Malia s'effondra de désespoir. Tracy n'était pour eux qu'une autre victime, une expérience ratée. La scène se déplace vers un homme entouré de flammes. Sa peau est carbonisée, mais il semble complètement indemne. Dans ses bras, il tient le cadavre calciné d'une femme, assise immobile sur une énorme souche d'arbre. Des piles de corps jonchent la base de la souche, évoquant une vision de l'enfer sur terre. L'homme semble être le maître de ce royaume infernal. Soudain, le député se réveilla en sursaut du cauchemar qui le hantait depuis 6 mois. Il traça distraitement le dessin sur une carte à jouer, la reine de carreau. L'image de la femme sur la carte avait 2 visages, comme pour suggérer que le député n'avait pas encore découvert sa propre double nature. Pendant ce temps, Scott, Style et Liam arrivèrent à la station, pour découvrir que les Dread Doctors avaient déjà emmené Donovan pour en faire leur prochaine expérience. Lydia gisait gravement blessée sur le sol. En apprenant que Malia avait combattu un métamorphe, les 3 se précipitèrent pour la retrouver. Ils trouvèrent Malia, secouée et toujours sous le choc, debout au-dessus du corps sans vie du métamorphe, Tracy. Malia expliqua que Tracy n'était qu'une autre expérience des Dread Doctors. En combinant ces informations avec les événements étranges qui se produisaient dans la ville, le vétérinaire a formulé une théorie effrayante. D'abord, il y avait le loup-garou aux griffes d'aigle, puis Tracy, une créature ressemblant à un lézard avec des griffes de loup qui pouvait traverser sans effort une barrière de frêne des montagnes. Rien de tout cela ne laissait penser qu'il s'agissait de créatures surnaturelles traditionnelles. Au lieu de cela, le vétérinaire soupçonnait qu'il s'agissait d'être modifié. Le loup-garou aux griffes d'aigle avait été enseveli dans un mur et Tracy avait été enterré dans une fosse de boue, ce qui suggérait que ces expériences pourraient faire partie d'un processus d'éclosion tordue. Les conséquences étaient terrifiantes. Combien de monstres artificiels allaient encore être enterrés dans la ville? Le vétérinaire sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale et les fesses.
La frontière entre la science et le surnaturel s'estompait, et la transgression de ces règles rendait l'inconnu d'autant plus effrayant. Dans un laboratoire obscur, Donovan était attaché à une table d'opération. Les médecins de la terreur, après l'avoir inspecté, le déclarèrent prometteur. Puis, une par une, ils lui arrachèrent toutes ses dents non brossées. Au milieu de ces cris de poulet, une nouvelle rangée de dents acérées, semblable à celle d'une bête, poussa à leur place. Ailleurs, Lydia fut emmenée à l'hôpital. Pendant l'opération, elle eut de vives hallucinations, se retrouvant dans le laboratoire du docteur terrible. C'était une vision de Banshee, une prémonition des souffrances que d'autres endureraient. Lorsque Lydia se réveilla enfin, elle trouva l'adjoint assis à côté d'elle. En cours de biologie, le professeur a donné une conférence sur la chimère mythique, une créature à tête de lion, corps de chèvre et queue de scorpion. Cette légende a donné une idée à Scott. Les monstres créés par les Dread Doctors n'étaient pas des créatures surnaturelles traditionnelles, mais des hybrides de plusieurs espèces. Au même moment, Theo apparut dans le laboratoire des Dread Doctors, confirmant qu'il travaillait avec eux depuis le début. Il fut révélé que ses tentatives précédentes d'infiltrer la meute de Scott avaient été un stratagème pour aider les Dread Doctors de l'intérieur. Donovan était maintenant en train de subir sa transformation, et une fois qu'il aurait acquis les pouvoirs d'une chimère, sa première cible pour se venger serait le shérif. Theo, avec son visage angélique et sa langue venimeuse, murmurait des mots manipulateurs aux oreilles cireuses de Donovan. Il disait que la douleur qu'il avait endurée n'était rien comparée à la souffrance qu'il pouvait infliger. Le plan de Theo était clair, utiliser Donovan pour blesser Style, le fils du shérif. De retour à l'hôpital, un garçon est arrivé avec une grave piqûre de scorpion sur le bras. D'après le venin présent dans son organisme, la créature qui l'a piqué devait mesurer au moins 3 mètres de haut. Une fois de plus, il était clair qu'une autre chimère était en liberté. Scott a utilisé son pouvoir de guérison de loup-garou pour absorber la douleur du garçon. Une fois que le garçon a repris connaissance, il a révélé ce qui s'était passé. Il était en train d'embrasser son petit ami lorsqu'il a soudainement senti la piqûre. Par la suite, le comportement du garçon gay changea radicalement, devenant agressif et méconnaissable. Pendant ce temps, Mason emmena Liam dans une boîte de nuit gay locale. Il avait jeté son dévolu sur un gars aux cheveux rasés qui débordait de charisme, mais le goût prononcé de Mason semblait s'être retourné contre lui. Il était tombé involontairement amoureux du garçon gay qui était une chimère. Des dards venimeux poussèrent sur le bras du garçon gay, et Liam sentit immédiatement le danger. Lorsque le garçon gay essaya de charmer Mason, Liam réagit instinctivement et le jeta à travers la boîte de nuit. La frustration de Mason se transforma en horreur lorsque les bras du garçon gay se transformèrent. Des dards acérés comme des rasoirs apparurent et ses yeux devinrent d'un noir de jet. Cela suggérait que le garçon gay n'était pas seulement une chimère normale. Il était un hybride de loup-garou et de scorpion. Scott et Kira arrivèrent sur les lieux. Fidèle à son style, Kira desserra sa ceinture dès le début du combat, mais heureusement, elle portait un pantalon moulant. Ensemble, Scott et Liam réussirent à vaincre la chimère scorpion. Cependant, Kira, possédée par son esprit renard, perdit le contrôle et faillit fendre la chimère vaincue en deux avec son épée. À la dernière seconde, Scott l'arrêta, la sortant de sa frénésie. Alors qu'il s'apprêtait à emmener le garçon gay inconscient, une flèche soudaine s'est abattue dans les airs, tuant le garçon gay sur le coup. Les Dread Doctors se sont révélés d'un point de vue élevé. Ils avaient exécuté le garçon gay, le considérant comme une autre expérience ratée. Leur présence écrasante a secoué Scott et les autres. C'était leur première rencontre directe avec les Dread Doctors, et même s'ils savaient enfin qui était leur ennemi, ils ignoraient toujours l'étendue de leur pouvoir. Plus tard, le corps du garçon gay fut envoyé à la morgue, où l'adjoint vint discrètement le voir. En regardant le corps sans vie, l'adjoint eut une nouvelle fois une vision. Cette fois, c'était le corps du garçon gay qu'il tenait alors que les flammes les engloutissaient tous les deux. Le garçon gay et le néméton brûlèrent ensemble, et la scène ressemblait à un rituel de guidage des âmes perdues. Cela confirmait la théorie du début de l'histoire. C'était le corps de Tracy que l'adjoint tenait. Sa véritable nature était liée à la conduite des morts vers l'au-delà. Ailleurs, Style réparait sa Tesla cassée lorsqu'une main griffue s'approcha de lui par derrière. C'était Donovan, désormais réveillé avec ses nouveaux pouvoirs, comme l'avait suggéré Theo. La première cible de la vengeance de Donovan fut le fils du shérif, Style. Donovan, autrefois un petit voyou, est désormais transformé en Wendigo, un monstre cannibale aux dents acérées comme des rasoirs. Une bouche grotesque et pleine de dents poussait même sur le cou de Donovan. Alimenté par son nouveau pouvoir, Donovan se moquait de sa proie, se moquant de Style en lui demandant quelle partie de son corps il devait manger en premier. Mais sa première chasse ne s'est pas déroulée comme prévu. Dans un moment de désespoir, Style a grimpé sur un échafaudage de chantier et a tiré sur le dispositif de sécurité.
Des tuyaux en acier sont tombés sur Donovan et un liquide semblable à du mercure s'est échappé de son corps. Terrifié, Style a appelé la police, mais s'est ensuite caché dans sa voiture, ses mains trempées de sang tremblant pendant qu'il regardait les policiers enquêter. À sa grande surprise, ils sont rapidement partis, pensant qu'il s'agissait d'une farce téléphonique. Lorsque la voie fut libre, Style retourna voir le corps, mais découvrit que le corps de Donovan avait disparu, quelqu'un l'avait pris. Au même moment, Scott appela Style pour l'informer que les corps de la chimère lézard et de la chimère scorpion avaient également été volés. Pendant ce temps, dans les bois, l'adjoint transportait le corps de Donovan vers le Néméton. Ses yeux brillaient d'or et il se déplaçait comme en transe, jouant sans le savoir son rôle de messager annonciateur, guidant les morts vers leur dernière demeure. Le lendemain matin, Malia apporta au groupe un livre sur les Dread Doctors. Elle l'avait trouvé chez une victime. Le roman décrivait une ville de Nouvelle-Angleterre où des adolescents étaient enlevés la nuit et enterrés vivants. Quelques jours plus tard, ils réapparaissaient sous forme de monstres, semant le chaos et la peur, le tout sous les ordres d'une ancienne organisation de scientifiques, les Dread Doctors. Les événements décrits dans le livre reflétaient étrangement ce qui se passait à Beacon Hills. Scott fit des copies du livre pour tout le monde, en donnant même une copie à Théo, lui indiquant qu'il commençait à lui faire confiance. Théo le parcourut et trouva rapidement un indice, une référence au docteur Valick. Par coïncidence, Scott connaissait déjà Valick, qui était détenu à Echant-House. Officiellement un établissement psychiatrique, Echant-House était en fait une prison pour créatures surnaturelles. Valick, connu sous le nom de monstre à trois yeux, était l'un de ses détenus les plus dangereux. Bien que Théo ait indiqué au groupe la bonne direction, il a secrètement fait un rapport au Dread Doctor. Il s'est avéré que Théo avait placé le roman comme une piste de recherche, dans l'intention de conduire Scott et ses amis à Echant-House. Le but ultime des Dread Doctors semblait impliquer de réanimer le monstre enfermé dans le réservoir de liquide de l'installation. Plus tard dans la journée, Scott et le groupe décidèrent de se rendre à Echant-House à la tombée de la nuit. Sentant peut-être la bataille imminente, Scott et Kira passèrent un moment intime ensemble avant de partir. Par la suite, Kira réalisa que sa ceinture avait disparu. Pendant qu'il la cherchait, les deux échangèrent quelques disputes enjouées. Cependant, Kira semblait distraite, peu disposée à partager ce qu'elle avait vraiment en tête, signe classique d'une relation en difficulté. En utilisant sa vision de loup, Scott remarqua un esprit kitsune accroché à Kira. Il était clair que l'influence de l'esprit alimentait sa soif de sang et obscurcissait son jugement. L'esprit kitsune indiqua à Scott l'emplacement de la ceinture. Lorsque Kira lui demanda ce qu'il avait vu, Scott décida de ne pas révéler la vérité sur l'esprit et dit simplement qu'il avait trouvé sa ceinture. Le soir, le groupe de 4 arriva à Echant-House. Grâce aux dispositions prises au préalable par le vétérinaire, ils purent accéder à la prison souterraine pour créatures surnaturelles. La cellule qui abritait le monstre à 3 yeux était située dans la partie la plus profonde de l'établissement. Au fur et à mesure qu'ils s'aventuraient plus loin, les barrières devenaient plus solides, obligeant Scott et Kira à rester dans le couloir, tandis que Style et Lydia continuaient le long du long couloir bordé de cellules contenant des créatures bizarres. Finalement, ils atteignirent la cellule du monstre à 3 yeux coiffé d'un turban. Sa cellule était la seule occupée. Il semblait que le loup-garou Peter avait déjà été relogé ailleurs. Théo en profita pour passer du temps avec Malia sous prétexte de l'aider à s'entraîner à conduire. De toute évidence, il essayait de lui voler son attention. Alors que Style était absent pendant leur séance, Malia se retrouva à réfléchir à l'accident qui avait tué sa mère adoptive cette nuit-là. Sa mère biologique, la louve du désert, était également présente. C'est l'attaque de sa mère qui a provoqué l'accident mortel. Mais pourquoi la louve du désert voudrait-elle tuer sa propre fille? De retour à la maison Iken, le monstre à 3 yeux, avec sa capacité à voir le passé, le présent et le futur, savait pourquoi Style et Lydia étaient venus. Il révéla que les créatures emprisonnées ici, y compris lui-même, étaient toutes des expériences ratées. À leur grande surprise, ils découvrirent que l'auteur des Dread Doctors n'était autre que le monstre à 3 yeux lui-même, Valak. Il expliqua que les Dread Doctors ne pouvaient plus être considérés comme des humains. Ils avaient été des scientifiques, mais étaient devenus obsédés par les pouvoirs surnaturels. En brisant les frontières entre la science et le surnaturel, ils avaient atteint l'immortalité. Avant d'en révéler trop, Valak s'arrêta, voulant clairement quelque chose en retour. Il sortit un enregistreur et exigea d'enregistrer le cri de Banshee de Lydia. Un cri de Banshee n'était pas un son ordinaire, et il était évident que Valak avait des arrière-pensées. Soudain, de retour dans le couloir, Kira perdit le contrôle de ses pouvoirs, son corps se remplit d'électricité, faisant clignoter les lumières. Style, sans surprise, s'opposa aux exigences de Valak. Valak, désormais désespéré, expliqua que le retour des Dread Doctors en ville avait été déclenché par Scott et les autres qui avaient activé le pouvoir du Néméton. Le Néméton agissait comme un phare,
attirant vers lui des créatures surnaturelles. Bien qu'il soit enfermé dans sa cellule, le troisième œil de Valak lui permettait de tout voir. Pendant ce temps, l'énergie électrique rayonnant de Kira devenait plus intense, perturbant le pouvoir d'Ikenaos. Sentant le danger grandir, Valak réprimanda Style et Lydia pour leur bêtise d'avoir amené Kira avec eux car ses capacités électriques pouvaient perturber les mesures de protection d'Ikenaos, qui comprenaient non seulement la barrière de freine des montagnes, mais aussi les défenses électromagnétiques souterraines. Réalisant qu'il s'agissait d'un piège, Valak les avertit que les docteurs de la Terreur arrivaient. À ce moment précis, le trio de docteurs de la Terreur arriva à Ikenaos. Valak paniquait et révélait à contre-cœur le véritable but du roman. Ceux sûrs qui les docteurs de la Terreur avaient expérimenté sans le savoir verraient leurs souvenirs refoulés se déclencher après avoir lu le livre, dissipant le brouillard dans leur esprit et rendant les images des docteurs de la Terreur très claires. Lydia se figea de peur. Elle avait récemment eu des visions des Dread Doctors. Suite à cette révélation, Lydia accepta de crier en guise de paiement. Au même moment, les Dread Doctors se dirigèrent vers l'installation souterraine. Kira, désormais hors de contrôle, s'effondra dans l'inconscience. Ignorant la douleur atroce de l'électrocution, Scott emporta son corps lourd. Les docteurs de la Terreur, cependant, ne leur prêtèrent aucune attention. Leur cible était le troisième œil de Valak, qui lui conférait son omniscience. Après le départ des docteurs de la Terreur, Valak utilisa le pouvoir du cri de Lydia pour briser la vitre par balle de sa cellule. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Le lendemain matin, 8 fosses apparurent sur le terrain de l'école. Chacune d'elles contenait autrefois un adolescent enterré qui avait réussi à éclore en hybride chimère. Ces 8 monstres se cachaient désormais parmi les étudiants, prêts à déclencher le chaos et le carnage à tout moment. 3 des chimères furent les premières à émerger, bien que 2 aient déjà été confirmées mortes. Cependant, Style a gardé la mort du Wendigo secrète. L'incident lui a pesé lourd. Bien que Donovan soit un monstre, Style ne pouvait pas se débarrasser de la culpabilité, sachant que Donovan était en fin de compte une autre victime des Dread Doctors. Après que Lydia ait été blessée par une chimère, elle s'est lancée dans un entraînement de combat avec l'adjoint. Leur séance de sparring devenait inévitablement tendue, avec des moments qui confinaient au romantisme. Alors que leur respiration devenait plus lourde et que l'atmosphère devenait de plus en plus intime, au moment même où les étincelles commençaient à jaillir, une main métallique apparut dans la vision de Lydia. La peur écrasante des Dread Doctors s'empara d'elle, ne laissant aucune place au flirt. Déterminée à découvrir la vérité, la meute se rassembla pour étudier le livre. Quiconque avait rencontré les docteurs de la Terreur, en lisant le livre, aurait dû voir ses souvenirs se réveiller. Mais au fil de la longue nuit, aucun d'entre eux n'a eu de souvenirs, à l'exception de Kira, qui n'a même pas pu lire le livre. Pour elle, les mots semblaient prendre vie et se disperser sur la page chaque fois qu'elle essayait de se concentrer, la laissant frustrée et agitée. Pendant ce temps, Liam avait complètement séché la séance d'études du groupe. Il était occupé à courtiser Eden, une fille qui avait été autrefois son ennemi juré. Maintenant qu'ils fréquentaient la même école, leur relation avait lentement évolué, passant du mépris mutuel à une affection naissante. Pendant ce temps, le reste de la meute était tombé dans un profond sommeil, à l'exception de Théo. Étant de mèche avec les docteurs de la Terreur, il n'avait pas besoin de retrouver des souvenirs perdus. Alors qu'il surveillait les autres, il remarqua que Kira marmonnait quelque chose à plusieurs reprises dans son sommeil, mais en japonais. Intrigué, Théo l'enregistra. Le lendemain matin, le groupe s'est réveillé les mains vides, sans nouvelles informations ni souvenirs. La nouvelle de l'éclosion de 8 chimères sur le terrain de l'école a laissé le groupe sous le choc. Ces créatures pourraient se cacher parmi les élèves, se fondant dans la masse de leurs camarades de classe. Pendant le cours, Lydia remarqua qu'une élève assise au premier rang perdait sans cesse de grosses touffes de cheveux. Suspecte, Lydia la suivit. Lorsqu'elle vit que ses cheveux avaient complètement disparu derrière ses oreilles, un souvenir oublié lui revint à l'esprit. Elle se souvint que sa grand-mère Banshee avait percé un trou dans sa propre tête à Echantaos. Sa grand-mère avait prévenu la jeune Lydia qu'ils allaient venir les chercher. Ailleurs, Scott a eu son propre flashback alors qu'il signait un emploi du temps pour un cours, déclenchant un souvenir terrifiant qui a provoqué une crise d'asthme. Le professeur a rapidement rallié les élèves pour chercher son inhalateur. Liam s'est précipité pour le lui remettre lorsqu'il a entendu ce qui s'était passé. Même après avoir repris son souffle, Scott est resté profondément secoué et est allé au vestiaire pour être seul. Par coïncidence, Théo était là aussi. Théo révéla l'enregistrement des conversations de Kira dans son sommeil. Une fois traduit, il disait qu'elle était la messagère de la mort. Scott s'inquiétait de plus en plus. Comme Kira avait grandi en Amérique et n'avait jamais appris le japonais, il se demandait si son esprit kitsune prenait le dessus et si on pouvait toujours lui faire confiance. Pendant ce temps, l'école était en proie à des pannes de courant. Grâce à leur sens aiguisé,
Scott et Theo ont remonté la source du problème jusqu'au sous-sol. Croyant que des scénarios spécifiques pourraient aider à débloquer plus de souvenirs, Lydia a suggéré de visiter la salle d'opération de l'hôpital pour reconstituer ses rencontres avec les Dread Doctors. Styles l'a accompagné. Cependant, une fois arrivé à l'hôpital, la salle d'opération a connu une panne de courant. Alors que Styles allait enquêter, il est entré dans un ascenseur et a soudainement été submergé par un souvenir enfoui. Dans son esprit, une femme en blanc le frôla. Elle lui semblait étrangement familière. Intrigué, Styles l'a suivi jusqu'au toit. Au même moment, Scott et Theo découvrirent qu'une chimère au sous-sol de l'école s'était nourrie du câblage électrique du bâtiment, provoquant des coupures de courant. Pendant ce temps, sur le toit de l'hôpital, une chimère aux dents acérées dévorait avidement les câbles électriques. Dans sa vision, Styles se retrouva face à face avec la femme. C'était sa mère. Le souvenir montrait ses parents impliqués dans une violente dispute à propos de quelque chose dont ils ne se souvenaient pas. La mère de Styles avait souffert de graves hallucinations avant sa mort, et sa paranoïa avait grandi au point qu'elle se méfiait même de son propre fils. En regardant le souvenir se dérouler, Styles sentit son cœur se briser. Soudain, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Son ombre sur le toit était de la taille d'un enfant. Sa mère, remarquant cette anomalie, hurla de rage et se jeta sur lui, le frappant sans pitié. Tout comme le souvenir de Lydia de sa grand-mère avait refait surface, l'expérience de Styles révéla une vérité similaire. Ce n'étaient pas de simples hallucinations, c'étaient des événements réels enfouis dans la peur de l'enfance. De retour dans la réalité, la chimère dévoreuse d'électricité avait cloué Styles au sol, l'attaquant. Pendant ce temps, dans sa propre vision, Lydia vit les Dread Doctors effectuer une opération sur Donovan. En tant que Banshee, Lydia avait la capacité unique d'être témoin des expériences des autres. Elle regarda avec horreur les Dread Doctors ouvrir l'abdomen de Donovan, révélant des organes bleus brillants à l'intérieur. Au même moment, Scott, Malia et Theo arrivèrent à l'hôpital et se séparèrent pour couvrir plus de terrain. Scott rencontra l'un des docteurs de la terreur. Leur pouvoir, dérivé des forces électromagnétiques, était écrasant. En quelques instants, Scott fut neutralisé par une attaque électrique. Fidèle à ses habitudes, Scott se retrouva dépassé, mais Malia vint à son secours et réussit à chasser le docteur de la terreur. Sur le toit, Styles a dû faire face à une situation potentiellement mortelle, mais Theo est arrivé juste à temps pour le sauver. Bien que Theo ait depuis longtemps eu l'intention d'éliminer Styles, il a donné la priorité à la confiance de Scott avant toute autre chose. Grâce à sa force supérieure, Theo a facilement maîtrisé la chimère nouvellement apparue. Cependant, il ne s'arrêta pas là. Dans un geste brutal et sanguinaire, Theo écrasa la gorge de la chimère avec ses griffes, regardant froidement la vie du garçon disparaître de ses yeux. Horrifié et furieux, Styles exigea de savoir pourquoi Theo tuait toujours la chimère alors qu'il était déjà vaincu et n'était qu'une autre victime des Dread Doctors. Mais Theo ne fut pas déconcerté. Au lieu de cela, il retourna la situation contre Styles, révélant qu'il était au courant du meurtre accidentel de Donovan par Styles. Utilisant cette connaissance comme levier, Theo menaça Styles pour qu'il garde le silence sur ce qui s'était passé. Quant à Liam, il ne se joignit pas à la bataille ce soir-là. Troublé par ses soupçons, il se rendit au club où Eden travaillait à temps partiel. À l'aide d'un bâton lumineux, il examina nerveusement ses yeux. Lorsque ses pupilles reflétaient une couleur surnaturelle, son cœur se serra, pensant que Eden pouvait être l'une des chimères. Après avoir asséné un coup de poing solide qui renversa Liam au sol, Eden partit seul en voiture vers les faubourgs de la ville. Tout ce qu'elle pensait savoir avait été brisé. Les monstres existaient vraiment dans ce monde. Soudain, une voix rauque se fit entendre à la radio. La confirmation fut alors donnée. Eden était bien une chimère, créée par les Dread Doctors. Le trio de Dread Doctors apparut, utilisant des ondes électromagnétiques pour contrôler sa voiture. Le moteur ne démarrait pas et les vitres ne descendaient pas. Alors qu'ils s'approchaient, les ondes électromagnétiques à haute fréquence qui les entouraient brisèrent les vitres de la voiture. Heureusement, Liam arriva juste à temps pour sauver Eden et la mettre en sécurité. Auparavant, Theo avait impitoyablement tué une chimère, et avec l'influence qu'il avait sur Styles, il l'avait forcé à garder le secret. Les deux ont amené le corps à la clinique vétérinaire et ont dit à Scott que c'était l'œuvre des Dread Doctors. Étrangement, les cadavres de toutes les chimères décédées avaient été mystérieusement volés. Déterminé à découvrir le coupable, Theo s'est porté volontaire pour rester et garder le corps. Pendant ce temps, Scott recevait un message de Liam. Lorsque Scott et Liam arrivèrent chez Eden, ils découvrirent qu'elle s'était enfermée dans sa chambre. Tous trois se relayèrent pour essayer de la calmer, la rassurant qu'il n'était là que pour l'aider, mais Eden ne répondit à aucun d'entre eux. Au moment où Scott s'apprêtait à enfoncer la porte, Eden l'ouvrit elle-même. À leur grande surprise, elle s'était déjà transformée en loup-garou. Tôt samedi matin,
le père de Kira l'emmena à l'école pour l'aider à transporter des fournitures, mais avant qu'il ne puisse commencer, sa mère apparut et lança une attaque. La mère de Kira ne montra aucune pitié, et Kira, prenant le couteau que sa mère lui avait lancé, riposta. Leur conversation mère-fille à cœur ouvert était dangereusement intense. Au début, Kira hésita, mais sa mère continua à la réprimander en japonais, criant à l'esprit Kitsune de se montrer. Les yeux de Kira devinrent dorés lorsque son esprit Kitsune prit le dessus. D'un mouvement rapide, elle coupa la lame de sa mère en deux. Sa mère trébucha au sol, mais Kira leva sa lame pour frapper à nouveau. Heureusement, son père intervint juste à temps. Kira, à la fois choquée et en colère, n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait fait. Sa mère, cependant, lui assura calmement que c'était l'œuvre de l'esprit Kitsune en elle. Après de nombreux affrontements avec les Dread Doctors, Scott avait élaboré un plan pour riposter. Comme leur pouvoir provenait d'ondes électromagnétiques, il avait émis l'hypothèse qu'un brouilleur de signaux pourrait perturber leurs fréquences et leurs vibrations. Cependant, Scott n'avait pas partagé tous les détails de son plan avec les autres, il jouait à tout va. En utilisant Eden comme appât, il espérait capturer l'un des Dread Doctors. Pendant ce temps, alors qu'il surveillait le corps de la chimère, Théo reçut la visite d'un des docteurs de la terreur, celui qui portait des lunettes. Agacé, Théo lui demanda s'il était encore là pour le surveiller. Bien qu'il ait agi librement, il était clair que Théo était toujours sous leur contrôle. Théo supposa que les docteurs de la terreur enquêtaient également sur l'identité du voleur de cadavres. À sa grande surprise, ce docteur écarta la question comme étant sans importance. Mais Théo n'était pas idiot, il avait déjà compris qui pouvait être le voleur. Il pensait être un partenaire égal au Dread Doctor, mais la vérité était claire, il n'était que leur pion. Lorsque Styles arriva, le docteur terroriste disparut silencieusement. Styles prépara son téléphone pour enregistrer le corps, et lui et Théo attendirent dehors, espérant que le voleur de cadavres mordrait à l'hameçon cette nuit-là. Alors qu'ils attendaient, Théo évoqua soudain sa sœur décédée, regrettant de ne pas avoir remarqué sa détresse à temps. Styles, perplexe, lui demanda pourquoi il lui disait cela. Théo répondit que même si Styles ne lui faisait pas confiance, il le protégerait quand même. Styles était ému, mais la vérité était bien plus sombre. Quand Théo était enfant, il avait vu sa sœur se noyer, se tenant à ses côtés, froid et sans la moindre trace d'émotion. Pendant ce temps, Kira ne participait pas à l'opération de la nuit. L'équilibre entre son côté humain et le Kitsune en elle avait dangereusement basculé. Sa mère avait eu recours à l'acupuncture pour l'aider à reprendre le contrôle de son corps. À l'école, l'adjoint est arrivé avec un brouilleur de signal amélioré. Tout le monde s'est posté à des points clés, attendant l'arrivée des Dread Doctors. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'un d'eux était déjà à l'extérieur de l'école. Il a déployé des ondes électromagnétiques et a scanné le bâtiment, localisant l'emplacement de chacun grâce aux vibrations. Le calme avant la tempête était palpable. Terrorisé, Eden fut réconforté par Liam, qui la rassura à plusieurs reprises. Dans un rare moment de vulnérabilité, Eden promit que si elle s'en sortait vivante ce soir, il laisserait le passé derrière eux. L'implication était claire. Scott avait entendu leur conversation et la pression pesait lourdement sur lui. Après tout, toutes les chimères qu'ils avaient trouvées jusqu'à présent étaient déjà mortes et le brouilleur de signal n'était encore qu'une expérience risquée. Au même moment, les parents de Kira ont découvert sa disparition. Elle avait retiré elle-même toutes les aiguilles d'acupuncture et s'était volatilisée. Dans sa voiture, l'adjoint montait la garde. Soudain, Lydia apparut sur le siège passager, se penchant vers lui. L'alchimie entre eux se développait depuis un certain temps, et ils cédèrent rapidement à leurs émotions. Mais alors que Lydia gratta la poitrine de l'adjoint, ses doigts déchirèrent sa peau, révélant des flammes brûlant en dessous. L'adjoint ouvrit les yeux pour voir le visage de Lydia se décomposer, sa peau se peler jusqu'à ce qu'elle ressemble à un cadavre en décomposition. Pourtant, même sous cette forme horrible, elle continuait à lui imposer son corps sexy. Ailleurs, Malia surveillait le couloir, agissant comme une seconde ligne de défense. Entendant le rugissement d'un moteur de voiture à l'extérieur, elle se demanda où se dirigeait l'adjoint et alla vérifier. Mais dès qu'elle sortit, un piège surgit du sol. Des pièges à ours se refermèrent sur ses membres et une lame lui transperça le cou. Les médecins de l'effroi sont entrés dans l'école, enjambant son corps sans vie sans un second regard. Pendant ce temps, au commissariat, le shérif a demandé à la mère de Scott, Melissa, de l'aider à examiner le profil de la victime. Ils ont découvert que tous les adolescents connus qui avaient été transformés en chimères avaient subi des transplantations chirurgicales, de peau, de cornée, d'organes, etc. Ce qui est remarquable, c'est que tous les organes donnés provenaient de la même personne, qui s'est avérée être la source du matériel génétique utilisé pour créer les chimères. À l'école, Eden avait récemment subi une greffe de rein et était toujours sous traitement. Elle avait laissé ses médicaments dans l'armoire et lorsque Scott est allé les récupérer,
il a remarqué une traînée de sang. Lorsqu'il l'a suivi jusqu'à la salle de classe, quelqu'un l'a poignardé par derrière avec un couteau à chaîne, un couteau qui lui semblait étrangement familier. Kira avait complètement perdu le contrôle et avait piégé Scott avec le couteau à chaîne. Lorsque Lydia remarqua qu'il n'était pas revenu depuis longtemps, elle sortit pour vérifier et tomba par hasard sur le cadavre de Tracy. Ignorant le danger, Lydia fut prise au dépourvu lorsque Tracy lui tira la langue. Les docteurs de la terreur, tels des ombres dans la nuit, apparurent devant eux. Celui qui portait des lunettes renversa le bouclier. Scott et les autres étaient partis dans la bonne direction, mais avaient deviné la mauvaise fréquence pour le docteur de la terreur. Pendant ce temps, Théo sentit soudain quelque chose de brûlé. Alors qu'il cherchait la source de l'odeur, Théo fut frappé par un coup de poing enflammé, du sang giclant sur Styles. La force de la créature était terrifiante, elle renversa même une voiture, ce qui fit perdre connaissance à Styles. L'agresseur s'est avéré être l'adjoint, qui a révélé que le monstre en lui avait pris le contrôle. L'adjoint a emporté le corps de la chimère, laissant Styles en danger de mourir d'une explosion à tout moment. Mason a découvert une chimère non réveillée, un garçon doté de capacités d'auto-guérison mais encore loin d'avoir atteint le stade de la folie furieuse. Il s'est précipité à l'école pour annoncer la nouvelle à ses amis. Alors que Scott luttait pour repousser Kira, il ressentit soudain une vive douleur au bras. L'instant d'après, l'illusion de Kira disparut. C'était Mason qui avait réveillé Scott. Lydia et Malia reprirent également conscience, mais Liam et Eden étaient introuvables. Ils n'avaient pas encore affronté le docteur de la terreur cette nuit-là, et ils avaient perdu lamentablement. Dans le laboratoire faiblement éclairé, l'un des docteurs de la terreur retira brièvement son masque, révélant une forme géante grotesque et délabrée. Liam ne pouvait rien faire d'autre que de regarder pendant qu'ils expérimentaient sur Eden. Alors que la vie de Styles ne tenait qu'à un fil, Théo a réussi à le sauver et les deux ont réalisé que le corps avait été volé. Finalement, lorsque Melissa sortit du travail et rentra chez elle, elle trouva un cadavre de femme dans sa maison, un couteau à chaîne de Kira poignardé dans sa poitrine. Elle poussa un cri très fort. La scène se déplace vers le vétérinaire qui arrive sur un lieu accompagné de ses collègues entrant dans un lieu sombre et inquiétant. Ils explorent une pièce en pierre qui ressemble à une ancienne prison ou une cellule souterraine. En avançant, Ditton découvre une écriture sur un mur qui dit « Il arrive, tous nous chercher ». Ce sont les hommes qui portent des masques. Selon les rumeurs, ce sont des personnes qui disent qu'ils ne retireront jamais leur masque et certains pensent qu'ils n'ont pas de visage. Ils portent un emblème, un serpent qui se mord la queue. Soudain, ils arrivent devant une porte gravée du symbole du serpent, un détail qui semble confirmer les rumeurs qu'ils viennent de lire. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils découvrent plusieurs étagères remplies de bouteilles, dans lesquelles se trouvent des bébés, apparemment des expériences ratées des Dread Doctors. L'atmosphère est macabre et angoissante. En scrutant la pièce avec une torche, le docteur Ditton tombe sur une table sur laquelle se trouve un bocal. À l'intérieur, il y a un objet étrange, qu'il examine attentivement. En même temps, il dit à son compagnon qu'il faut partir immédiatement, un sentiment d'urgence se lisant sur son visage. C'est alors qu'une femme surgit de l'ombre. Elle tire sur son compagnon, le blessant. Cette femme est la louve du désert, une créature surnaturelle redoutable et dangereuse. La scène se termine sur cette attaque soudaine, avec Ditton et son compagnon en grave danger. La veille, Kira avait dormi seule dans la rue après avoir réveillé son esprit et avait été recueillie par un policier. Cette nuit-là, un meurtre avait eu lieu et l'arme était le couteau à chaîne de Kira. Bien que la victime soit une monstrueuse chimère, le shérif a considéré qu'il s'agissait d'un meurtre. Cet incident a provoqué une rupture entre le shérif et Melissa. Melissa l'avait appelé, espérant qu'il utiliserait son influence privée pour protéger les enfants, sachant que combattre les chimères pouvait parfois conduire à une légitime défense excessive. Mais le shérif a ordonné une chasse à l'homme dans toute la ville pour retrouver Kira. Après que le docteur de l'effroi ait kidnappé Liam et Eden, Scott et Malia se sont fiés à leur odorat pour les rechercher mais n'ont trouvé aucune trace, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors que les choses ne pouvaient pas empirer, Scott a reçu la nouvelle que Kira avait été arrêtée pour le meurtre. Dans un laboratoire sombre, Eden, le chimère nouvellement réveillé, était attaché à une table d'opération. Le bras de Liam était enchaîné par un appareil et un liquide noir était injecté dans son corps à plusieurs reprises, l'affaiblissant. Il ne pouvait rien faire d'autre que regarder, impuissant, le docteur terrible faire des expériences sur Eden. Soudain, une alarme se déclencha. Le monstre dans le réservoir de liquide avait commencé à faire des siennes. Le docteur terrible lui injecta une injection avec brio. C'était le docteur terrible qui avait utilisé ses organes pour créer des dizaines d'hybrides chimériques. Au commissariat, le père de Kira s'est présenté et a avoué tous les crimes, mais son récit comportait trop de lacunes. Peu de temps après, Scott est arrivé au commissariat. Bien qu'il ait déclaré ne pas croire Kira responsable,
Il savait qu'elle avait déjà montré des signes de perte de contrôle auparavant, il s'est donc senti coupable et en conflit avec lui-même. Sa priorité absolue était de sauver Liam et Eden. Scott rentra précipitamment chez lui, ayant déjà informé les autres. Il emmena avec lui la chimère non réveillée, Corey. N'ayant pas le temps de se remémorer lentement, Scott extraya immédiatement les souvenirs de Corey. D'une main griffue, il perça le cou de Corey et entra dans son esprit. Des fragments de souvenirs du docteur terrible affluèrent. Ils avaient autrefois enlevé Corey dans un hôpital, et pourtant personne ne l'avait remarqué. Plus tard, ils l'avaient amené dans une usine remplie de tuyaux. Après que Corey ait été attaché à une table d'opération, Scott sortit de son esprit. Après avoir entendu la description de Scott, Styles a eu une révélation. Il avait déjà patiné dans un endroit semblable à celui-là, une usine de traitement des eaux désaffectées. Scott s'est précipité et Malia et Mason l'ont suivi pour sauver les autres. Pendant ce temps, Liam et Eden étaient enfermés dans des cages, et il y avait un autre sujet, également capturé par le Docteur Terrible, dans la même pièce. Cet homme avait autrefois été une chimère avec des ailes, mais le Docteur Terrible les avait pris. Il leur expliqua que si la blessure saignait d'un liquide noir, ils étaient en sécurité, mais si un liquide argenté coulait, ils étaient des échecs et seraient détruits par le Docteur Terrible. Les corps des chimères avaient été volés à plusieurs reprises. Cette fois, le shérif avait envoyé une grande force pour garder la morgue, avec l'adjointe assignée à la dernière ligne de défense. Comme c'était pratique pour lui de voler les corps lui-même, et pourtant c'était lui le monstre qui volait les cadavres. Styles se précipita et persuada son père de laisser les corps pour l'instant, car la priorité immédiate était de rechercher Liam. Mais le shérif insista pour attraper le voleur de cadavres. Tout le monde était occupé sauf Kira, qui était coincée à la maison à lire le roman du Docteur Terrible. Bien que son père ait pris la responsabilité pour elle, elle était toujours une suspecte. Kira n'arrivait pas à se concentrer sur le livre, mais sa mère lui avait dit que les esprits renards étaient intrinsèquement séduisants et que ce roman avait été écrit en utilisant l'attrait d'un esprit renard. Pourquoi ne pas essayer de lire à l'envers? Effectivement, lorsque Kira a lu le roman à l'envers, les mots ont cessé de bouger et elle s'est souvenue de souvenirs liés au Docteur de l'Effroi. Dans le premier épisode de la saison, Kira venait de rentrer de New York. Coincée dans les embouteillages, le temps semblait s'être figé et le trio de médecins l'a attaqué devant ses parents. Ils lui ont injecté un liquide mystérieux dans les yeux et un éclair l'a frappé. Après cela, son esprit Kitsune a commencé à perdre fréquemment le contrôle. En tant que renard tonnerre rare, son état incontrôlable a perturbé le champ magnétique de la prison surnaturelle, permettant au Docteur de l'Effroi de voler le troisième œil au monstre à 3 yeux. Tout avait été soigneusement planifié par le Docteur de l'Effroi depuis le début. Pendant ce temps, Scott et les autres étaient arrivés à l'usine d'eau, qui ressemblait à un labyrinthe. Les produits chimiques dans l'air rendaient impossible pour Scott de suivre l'odeur, et il continuait à tourner en rond. Plus Scott était anxieux, plus il se sentait vaincu. En tant que chef, la pression sur lui était écrasante. Encouragé par Mason, Scott retrouva sa détermination et ralluma son esprit. Sans nouvelles de l'équipe de Scott, Théo continua à sonder les souvenirs de Cory à propos du Docteur de l'Effroi. Cory se souvint d'une église avec un trou dans le mur de pierre. Théo se souvint du premier incident de chimère, un homme-loup avec des griffes d'aigle qui avait émergé d'un mur d'église brisé. Pendant ce temps, la chimère aux ailes coupées dans la cage commença à laisser échapper un liquide argenté de son nez. Le Docteur de l'Effroi l'emporta pour la détruire. C'était un sombre avertissement de ce qui pourrait arriver à Liam et Eden. Peu de temps après, il y eut une agitation à l'extérieur, et les deux prisonniers pensèrent que leur fin était arrivée. Ils se tenaient fermement la main, mais à leur grande surprise, c'est Théo qui arriva à point et elle a violemment déchiré la porte en fer avec de l'électricité à haute tension, ressemblant à un guerrier aguerri. Mais comme Théo était un initié du Docteur de la Terreur, cela pourrait très bien faire partie du plan du Docteur. À l'hôpital, plusieurs policiers étaient en état d'alerte, mais soudainement les détecteurs de fumée ont explosé et un monstre les a attaqués au milieu. Peu de temps après, l'hôpital est revenu au silence et l'adjoint, qui gardait la morgue, est apparu derrière le shérif. Il semblait être une personne différente et a prétendu avoir vu le suspect. À ce moment-là, Styles est arrivé. Le père et le fils ont découvert que le corps avait été volé, mais l'adjoint avait disparu. Dans cette opération de sauvetage, Théo a mené la charge et tout le monde l'a embrassé à tour de rôle. Théo avait vraiment été accepté par l'équipe, mais Scott ne pouvait pas se résoudre à ressentir de la joie. Kira avait décidé de quitter la ville, craignant de blesser accidentellement ses coéquipiers. En fin de compte, ils n'ont toujours pas pu enfreindre la règle tacite selon laquelle les esprits des loups et des renards n'étaient pas censés être ensemble. Scott utilisa ses yeux rouges pour examiner la situation de plus près. Sa petite amie, Kira, rayonnait d'énergie, avec un esprit Kitsune qui la possédait comme une armure. Cela signifiait que leur relation était terminée,
Les loups et les renards n'étaient jamais censés être ensemble. Cette nuit-là, alors que Kira partait, Scott se tenait désespéré sous la pluie. Le lampadaire au-dessus de lui explosa, reflétant l'humeur de Kira comme des feux d'artifice fleurissant dans la nuit noire. Styles trouva le badge de l'adjoint, et il ne fut pas difficile de comprendre qu'il était le monstre qui volait les corps. Récemment, le vétérinaire avait traqué le loup du désert, mais le chasseur était devenu la proie. Le loup du désert tendit un piège et le captura, puis l'interrogea sur sa fille, Malia. Le vétérinaire fit semblant de ne rien savoir. Le loup du désert menaça que si Malia n'était pas morte, elle serait à nouveau tuée. La scène se déplaça vers Scott qui marche dans les couloirs de l'école en disant « Mon asthme est revenu. Je ne sais pas trop comment, mais il s'est déclenché. Donc j'ai mon inhalateur sur moi en permanence. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas vu de chimère, et sans nouvelles des docteurs de l'horreur, on continue d'aller au lycée, comme si rien ne s'était passé. Mais tout le monde semble être au courant. Tu marches dans le couloir et personne ne sourit, personne ne rit. Tu sens que tout le monde a le pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Les regards sont lourds, les conversations sont à voix basse. Comme si tout le monde attendait un signe annonçant que le pire est encore à venir. Ma meute est là, mais plus unie comme avant. Styles évite mon regard. Malia garde ses distances. Liam me voit comme un ennemi, et Eden. J'ai essayé de les protéger. De nous garder ensemble. Mais j'ai échoué. Et maintenant, je ne sais même plus si je suis encore leur alpha. Mais il y a Théo. Lui, il reste. Attaché à moi pour le meilleur et pour le pire. Mais je sais que ce n'est pas par loyauté. Il a des arrière-pensées. Je le sens, même si je ne sais pas encore ce qu'il veut vraiment. En ce moment, le docteur de la terreur extraya une fiole de liquide du monstre dans la chambre à liquide et l'injecta dans son compagnon. Le corps, une fois décomposé et flétri, fut revitalisé. C'était leur secret pour l'immortalité. Le traître loup-garou, Théo, demanda plus de temps car il venait de gagner la confiance de Scott. Le docteur de la terreur répondit froidement, disant qu'il parlerait lorsque la super pleine lune arriverait. Théo voulait sauver la vie de Eden, car son plan dépendait de lui, mais le docteur terrible considérait Eden comme un échec. Théo n'était rien d'autre que le chien du docteur terrible et n'avait aucun droit de négocier avec eux. Récemment, l'asthme de Scott s'était à nouveau aggravé et il était devenu très dépendant de son inhalateur. Même si les loups-garous avaient des capacités de guérison, ils ne pouvaient pas guérir un manque de confiance en soi. De plus, la meute de Scott était en train de s'effondrer. L'un de leurs membres les plus forts, Kira, était parti. Liam passait tout son temps avec Eden, pris dans sa romance, tandis que Styles et Lydia avaient chacun leurs propres soucis. Lorsqu'ils se rencontraient, il n'y avait pas de sourire, et parfois ils ne se regardaient même pas. Peut-être était-il préférable de garder des secrets. Cela créa l'occasion parfaite pour Théo de faire bouger les choses. La culpabilité de Styles provenait d'avoir tué accidentellement une chimère. Théo, le seul à connaître la vérité, évoqua délibérément cet incident devant Styles, sachant que Scott pouvait entendre leur conversation avec son oui de loup-garou. Le but de Théo était d'approfondir la culpabilité de Styles et de semer le doute dans l'esprit de Scott. Styles lui cachait quelque chose, et Scott ne se sentait qu'un raté. Ses coéquipiers prenaient leur distance, et ils s'isolaient. Dans ses moments les plus bas, le seul qui restait à ses côtés était Théo, qui faisait comme s'il avait quelque chose d'important à lui dire. Lorsque Scott demanda ce que c'était, Théo répondit que c'était à propos de Styles. Pendant ce temps, l'alarme de l'école se déclencha. Cory, la chimère artificielle, eut un épisode. En flirtant avec Mason, il vomit une grande quantité de liquide noir mélangé à du mercure. C'était le signe d'un échec de l'expérience. Le docteur de la terreur le détruirait sûrement. En voyant Cory être transporté d'urgence à l'hôpital, Scott se sentit impuissant et perdu. Ses rencontres passées avec le docteur de la terreur s'étaient toutes soldées par un échec, et il avait peur. Théo essaya de le consoler, lui disant qu'en tant que véritable loup alpha, il était le protecteur de cette ville, et que la protéger était son devoir. Sur le chemin de l'hôpital, Scott continua à insister auprès de Théo au sujet de Styles. Plus Théo devenait évasif, plus Scott était curieux, et il semblait que Théo le contrôlait. À contre-cœur, Théo révéla que Styles avait tué Donovan. Il avait même la clé à molette de Styles comme preuve. Théo déforma la vérité, accusant Styles d'avoir fracassé le crâne de Donovan avec la clé à molette. Même si Scott ne croyait pas que Styles ferait quelque chose comme ça, il hésitait toujours. Le jeu d'acteur de Théo était impeccable, d'autant plus que Donovan avait déjà menacé le shérif. Étant donné le comportement étrange récent de Styles, Scott avait du mal à ne pas le soupçonner. Théo avait tout calculé parfaitement, sachant que Scott n'oserait en parler à personne.
Il avait toute la place pour inventer et déformer la vérité. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, ils découvrirent que Cory avait attaqué un policier et s'était enfui. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Cory avait la capacité d'un caméléon, ce qui le rendait impossible à se faire remarquer facilement. Il pensait pouvoir se cacher de tout le monde, mais alors que Cory s'enfuyait dans le garage, un bourdonnement provenant d'une source électrique voisine signala l'approche du Dread Doctor. Cory utilisa sa capacité à se fondre dans l'ambulance, mais le Dread Doctor le traqua à l'aide d'ondes électromagnétiques. Pas à pas, le Dread Doctor se rapprocha et sortit une épée de son bâton, poignardant Cory à mort, point une autre expérience ratée détruite. Le Docteur de la Terreur, insaisissable et dangereux, était l'ennemi le plus puissant auquel Scott ait jamais été confronté. Peu de temps après, ils découvrirent le corps de Cory. Ils craignirent que Eden ne soit la prochaine cible du Docteur de la Terreur. Pendant ce temps, à l'école, une fille, tout en se rongeant nerveusement les ongles, finit par ronger son ongle entier, comme si elle ne ressentait aucune douleur. Lorsqu'elle vit le sang noir couler de son doigt, il lui fallut un certain temps pour comprendre ce qui s'était passé. Malia la remarqua. Elle était une autre des expériences du Docteur de la Terreur. Malia la poursuivit dans le couloir, mais la fille la gifla avec une force incroyable. Lorsque Malia la rattrapa, le Docteur de la Terreur avait déjà attrapé la fille et lui avait brisé le cou. Les sujets ratés doivent être détruits. Peu de temps après, la police arriva pour récupérer le corps. Theo, qui était là à la recherche de Eden, fut repéré par le shérif. Le shérif avait reçu des informations sur la nuit où Donovan avait disparu. Les registres de sécurité montraient que Theo était présent. Il l'interrogea sur les détails, et Theo admit d'abord que Donovan était une chimère, puis affirma faussement qu'il avait tué Donovan par accident en essayant de protéger Styles. Le jeu d'acteur de Theo était si convaincant que le shérif a cru au mensonge. Croyant déjà que Donovan avait menacé de tuer son fils, le shérif était si reconnaissant qu'il prit Theo dans ses bras, ses yeux brillants de sincérité. Pendant ce temps, Lydia et l'adjoint cherchaient le Néméton pour l'aider à se souvenir des détails sur les corps volés. Sous l'impulsion physique de Lydia, les yeux de l'adjoint devinrent dorés, et bientôt le Néméton apparut, entouré de centaines de corps. L'adjoint n'eut d'autre choix que d'accepter la vérité. Non seulement il avait volé des corps alors qu'il était inconscient, mais il avait également attaqué des amis et des collègues. Lydia soupçonnait qu'il ne cachait pas seulement des corps, il dissimulait des super-pouvoirs. Parmi les corps se trouvaient non seulement des chimères modifiées, mais aussi de véritables êtres surnaturels, des créatures pour lesquelles il n'y avait pas de place dans le monde humain. Même dans la mort, l'adjoint avait gardé la frontière entre les humains et les monstres. Par la suite, l'adjoint s'est enfermé en prison et a avoué au shérif qu'il était celui qui avait volé les corps. Pendant ce temps, Liam et Eden se cachaient dans le club gay, mais sous les pouvoirs électromagnétiques du Dread Doctor, ils ne pouvaient pas se cacher. Scott et Theo sont venus à leur secours, mais au cours d'une bataille féroce avec 3 loups-garous, Eden a été injecté avec un liquide mystérieux et ses yeux sont devenus argentés. Alors que Theo a retardé le Dread Doctor, le persuadant tranquillement de leur donner plus de temps, le Dread Doctor a fini par battre en retraite. Après leur départ, les 3 ont été choqués de constater que Eden semblait indemne. Peut-être par considération pour Theo, le Dread Doctor n'a pas immédiatement détruit Eden, mais le liquide mystérieux semblait avoir épuisé ses pouvoirs. Elle a perdu sa capacité de guérison et s'est affaiblie de minute en minute. Ils emmenèrent Eden à la clinique vétérinaire. Styles reçut l'information et se précipita. Scott, cependant, voulait lui parler seul à seul. Il sortit la clé à molette tachée de sang et avant que Styles ne puisse expliquer, Scott le confronta immédiatement, lui demandant pourquoi il ne lui avait pas dit la vérité. La version inventée de Theo avait pris le dessus et Styles, se sentant coupable, était clairement nerveux. En conséquence, Scott devint de plus en plus convaincu que Styles avait tué Donovan. Pour Styles, c'était une accusation profondément injuste. Le conflit était passé de la question de savoir si Donovan aurait dû être tué à une crise de confiance entre eux. C'était la première fois que les 2 meilleurs amis se disputaient. Le plan de division et de conquête de Theo avait fonctionné. Après l'altercation entre Scott et Styles dans l'épisode précédent, Scott retourne pour vérifier l'état de Eden dans la clinique vétérinaire. Bien que Styles ne soit pas un grand combattant, il a toujours été le stratège de Scott. Eden, affaibli, ne pouvait pas résister à l'empoisonnement au mercure dans son corps. Sous la persuasion de Theo, Liam supplia Scott de transformer Eden en véritable loup-garou pour qu'elle puisse guérir, mais cela allait à l'encontre des principes de Scott. Il ne pouvait pas abuser du pouvoir de transformation du loup alpha. De plus, la transformation avait un taux de réussite très faible lorsque le sujet était faible. Une seule morsure pouvait très bien tuer Eden. Mais le trouble intérieur de Liam s'intensifia. Il avait enfin trouvé une petite amie, mais son meilleur ami refusait de l'aider. Il n'était pas étonnant que Theo ait gardé Eden en vie.
Son véritable objectif était de semer la discorde entre Scott et Liam. Au cours de leur dispute, l'asthme de Scott s'est aggravé. Theo lui a rapidement lancé un inhalateur. C'est ici que tout a commencé par basculer. L'inhalateur contient de l'acolyte de loup. Liam a vu le moral de Scott s'effondrer. Scott perdait sa capacité à diriger. Cette nuit-là, une autre chimère attaqua l'école. Lorsque le shérif et son équipe arrivèrent, ils découvrirent que le panneau de l'école avait été arraché par un trou dans le toit. Ils virent la pleine lune suspendue dans le ciel. Ils ne savaient pas que le trio du docteur Terrible se tenait juste derrière eux. Le lendemain matin, Melissa arriva à la clinique. Alors qu'elle diagnostiquait Eden, Liam était à cran. Ce soir-là, c'était la super pleine lune, et même en plein jour, les loups-garous seraient touchés. Scott devait rester et le surveiller. Theo, sous prétexte de chercher des renforts, partit. À ce moment-là, Scott se sentit complètement vaincu. Voyant à quel point Theo était dévoué à l'aider, il se sentit reconnaissant. Mais ce que Scott ne réalisait pas, c'est que le départ de Theo faisait partie d'un plan plus vaste pour la super pleine lune. Lydia tenait compagnie à l'adjoint, qui s'était enfermé dans une cellule de prison. Alors qu'ils discutaient, Lydia se rappela soudain de la légende du Ghost Ridé. On disait que le Ghost Ridé avait un chien comme compagnon. Avec cette pensée en tête, Lydia eut une vague idée de la véritable identité de l'adjoint. Elle se précipita à la bibliothèque pour confirmer ses soupçons. Après le départ de Lydia, l'adjoint rêva à nouveau d'être englouti par les flammes, assis au milieu d'une montagne de cadavres dans une mer de sang. Sans le savoir, la température dans le commissariat commença à monter. Pendant ce temps, Lydia trouva des archives de la légende du Ghost Ridé dans la bibliothèque. La véritable forme de l'adjoint était celle d'un chien de l'enfer, un gardien de créatures surnaturelles. Lydia resta figée sous le choc. Soudain, elle déclencha la capacité de gémissement de la Banshee et sentit qu'une bataille sanglante était imminente, ainsi que les hurlements angoissés de Scott. Juste à ce moment, une voix interrompit les sens de Lydia. C'était Theo. Il avait compris que la Banshee pouvait sentir la mort, et pour l'empêcher de perturber ses plans, Theo l'assomma d'un seul coup de poing. Après s'être occupé de Lydia, Theo emprisonna une chimère à l'hôpital, puis rechercha Malia. À ce moment-là, Malia pleurait sa mère adoptive. Theo apparut devant elle sous sa forme de loup, lui envoyant un frisson. Il proposa d'aider Malia à vaincre le loup du désert. Son ambition était indéniable. Pour empêcher Malia d'interférer avec ses plans, Theo lui dit qu'il y avait une chimère qui causait des problèmes à l'hôpital. De retour au commissariat, l'adjoint utilisa une chaleur intense pour détruire sa cellule de prison. Son expression était froide, ses yeux vides, car son corps avait clairement été dépassé par le chien de l'enfer. Les officiers se mirent en état d'alerte, mais Styles leur ordonna rapidement de se retirer, les avertissant de ne pas interférer avec l'adjoint. Styles le suivit tranquillement. Pendant ce temps, l'état de Eden à la clinique ne s'était pas amélioré. Pendant que Scott se reposait, Liam s'approcha tranquillement de lui, les yeux pleins de malice. Comme mentionné précédemment, Scott était le véritable loup alpha. Seuls les loups transformés par lui pouvaient potentiellement prendre son pouvoir. Liam, cependant, était la seule exception. Scott reçut plus tard un SMS de Lydia lui demandant de le rencontrer à la bibliothèque. Cependant, quand il arriva, Lydia était introuvable. La bibliothèque avait été scellée avec de la cendre de frêne, créant une barrière. Scott était sur le point de partir lorsqu'il vit Theo apparaître et compléter la barrière. Les loups-garous ne pouvaient pas toucher la cendre de frêne. L'identité de Theo fut révélée. Il était également une chimère artificielle, la toute première expérience, une chimère presque parfaite, mais Theo n'était pas satisfait. Il voulait devenir un vrai loup alpha. Enragé, Scott chargea la barrière, pour être renvoyé en arrière. Theo avait également préparé un brouilleur pour couper la connexion de Scott avec le monde extérieur. Maintenant, tout était en place, n'attendant que le bon moment. L'état de Eden continuait à empirer. Melissa la transporta secrètement à l'hôpital. Liam appela Mason à l'aide, puis quitta les lieux. À la tombée de la nuit, Scott était épuisé, comme un animal piégé, et toujours affaibli. Après avoir pris une grande inspiration de son inhalateur, il essaya de franchir la barrière, mais fut envoyé voler encore plus loin comme une Barbie. Il grimpa ensuite sur le toit pour trouver une issue, mais toute la bibliothèque était entourée par la barrière. Dans un accès de rage impuissante, Scott écrasa l'inhalateur et découvrit que de la poudre violette s'était répandue. C'était du tulou, la plante vénéneuse qui pouvait affaiblir les loups-garous. Scott réalisa alors que Theo était derrière tout ça. Juste à ce moment-là, Liam apparut derrière lui. Sa capacité à entrer dans la barrière signifiait que Theo l'avait délibérément laissé passer. Puisque Scott refusait de transformer Eden,
Liam avait décidé de prendre le pouvoir alpha de Scott pour lui-même afin de sauver la fille qu'il aimait. Liam était prêt à se laisser manipuler par Theo. Sous l'influence de la super pleine lune, les pouvoirs de Liam surgirent, tandis que Scott, affaibli par le Tulu, n'était pas de taille à le vaincre. Pendant ce temps, Malia, guidée par les indices de Theo, a découvert que la chimère causait des problèmes, mais Malia avait sous-estimé la force de la chimère. Dans un moment critique, le mercenaire Bradan arriva juste à temps, utilisant un pistolet paralysant pour repousser la chimère. Bradan était revenu pour prévenir tout le monde que le loup du désert arrivait. Le chien de l'enfer adjoint emporta 2 cadavres de chimère avec lui en partant. Styles, le suivant à distance, n'osa pas le suivre plus loin. Incapable de joindre quelqu'un d'autre, il appela Theo. À ce stade, Theo ne cacha plus ses intentions, lui demandant lequel il préférait sauver, Scott ou sa part de père. Pendant ce temps, Scott, battu, continuait d'essayer de convaincre Liam que Theo ne méritait pas son pouvoir et qu'il voulait utiliser Liam comme un réceptacle pour le lui prendre. Mais Scott avait pris sa décision. Il était déterminé à tuer Scott, consumé par l'idée de sauver sa petite amie. Les supplications furent vaines, et Scott, baigné par la lumière de la lune, libéra sa nature bestiale. Il ne pouvait pas se permettre de tomber ici. Theo révéla ses ambitions à Styles. Il voulait devenir un loup alpha, et il enviait la meute de Scott, Malia, celle qui avait le gène de la soif de sang, la Banshee qui pouvait sentir la mort, la Kira pleine de potentiel, et Styles, le stratège. Il les voulait tous, mais ces gens étaient loyaux envers Scott. En entendant cela, la tension artérielle de Styles monta en flèche, et il frappa Theo avec fureur. Theo se contenta de sourire en réponse. Styles, laissant échapper un lourd soupir, regarda Theo avec haine, mais Theo s'en fichait. Styles avait choisi de sauver son père, et tout se déroulait selon le plan de Theo. Il ne restait plus qu'à attendre que Liam tue Scott. À l'hôpital, Eden n'avait pas survécu, elle était décédée, et les larmes qui s'étaient glissées sur son visage graisseux se sont transformées en mercure. Comme tout le monde le savait, Scott était plus un vantard qu'un combattant, et il gagnait rarement un combat. Liam était sur lui, ses poings s'abattant dans une tempête torrentielle rapide. À ce moment-là, Mason arriva. Lorsqu'il annonça la nouvelle de la mort de Eden, Liam cessa enfin son assaut. Ses mains étaient couvertes de sang, et Scott était au bord de la mort. Continuer à le frapper ne servirait à rien. Sa fille adorée était déjà partie. Liam courut frénétiquement vers l'hôpital au moment où Mason aidait Scott à se relever. Theo arriva, furieux. Il maudit Mason. Ce soir, Theo avait réussi à renvoyer tous les alliés de Scott, mais il avait négligé ce Mason apparemment insignifiant. Après avoir blessé Mason, Theo était prêt à tuer Scott de ses propres mains. Il ne se souciait plus du pouvoir du loup alpha ou de la meute parfaite, il voulait seulement évacuer sa frustration sur Scott. Alors que Scott était mourant, il réussit quand même à se moquer de Theo, en disant que sa meute ne l'accepterait jamais. Sur ce, Scott mourut. Mais sous les coups incessants de sa mère, Scott poussa un hurlement assourdissant et bouleversant qui le ramena d'une manière ou d'une autre à la vie. Pendant ce temps, Lydia était emprisonnée dans un laboratoire d'expérimentation humaine. Theo entra en trombe, enragé. Il plongea ses griffes de loup dans la nuque de Lydia, tentant d'exécuter la technique secrète d'un loup-garou pour extraire des souvenirs. C'était un geste audacieux. S'il échouait, Lydia serait perdue. À sa grande surprise, Theo réussit. Il trouva l'emplacement du néméton dans l'esprit de Lydia. Cependant, son imitation maladroite causa des dommages à son système nerveux, mais Theo s'en fichait. Il sortit une fiole de sérum d'immortalité d'une des créatures de la chambre liquide, et avec une Lydia au cerveau endommagé, se dirigea vers le néméton. Là, un grand nombre de cadavres de chimères étaient disposés. Theo sélectionna 4 corps et leur injecta le sérum. À sa grande surprise, ils revinrent à la vie. Tracy, le monstre lézard, Corey, le caméléon et, incroyablement, Eden, le loup-garou. Theo avait perdu toute inhibition et décida de créer sa propre meute de chimères. Plus tard, les Dread Doctors arrivèrent devant un mur. Le chef le frappa avec un bâton, brisant la surface pour révéler un tableau représentant 2 bêtes en train de se battre. L'une, entourée de flammes, était probablement le chien de l'enfer, tandis que l'autre créature massive restait encore un mystère. Après que Theo a réuni sa meute de chimères et que les docteurs de l'horreur ont réveillé la bête du Gévaudan, il reste à découvrir comment Scott et sa meute affronteront ces nouvelles menaces surnaturelles dans les prochains épisodes. En attendant, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous me suivez. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. La scène se déroule alors que le shérif adjoint, englouti par les flammes, utilise ses mains enflammées pour faire fondre les portes en fer de la prison. Il s'avère qu'il s'agit du légendaire Elund. Cette effraction avait pour seul but de sauver sa bien-aimée Lydia. La veille,
l'adjoint avait fait un rêve étrange. Dans ce rêve, il prenait sa douche lorsque Lydia apparut soudainement nue. Ils commencèrent une séance intime de yoga hormonal et 2 minutes plus tard, le député remarqua que les doigts de Lydia étaient mutilés et ensanglantés, avec des feuilles sèches et des racines d'arbres éparpillées tout autour. Elle lui dit qu'il était le signe avant-coureur du Death Ridé. À ce moment-là, le son d'un klaxon de voiture réveilla le député de son rêve humide. Aurait-il vraiment pu s'endormir en conduisant et rêver d'une telle chose? Il se rappela les détails, des feuilles sèches et des racines d'arbres, et se dirigea immédiatement vers l'endroit où se trouvait le Néméton. Là, il trouva de manière inattendue Lydia, qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. Pendant ce temps, Styles emmena son père malade à l'hôpital, mais les médecins étaient impuissants. L'état du shérif continuait de se détériorer. Bien que Scott ait échappé de justesse à la mort, ses blessures ne guérissaient pas. Il ne pouvait pas se transformer en loup-garou et son corps était dans un état de faiblesse extrême. L'adjoint a réveillé Scott de son état d'inconscience, lui disant qu'il avait besoin de son aide. Suivant le regard de l'adjoint, Scott a vu Lydia immobile. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, où ils sont tombés par hasard sur un Styles enragé. Styles s'est attaqué à Scott et lui a demandé pourquoi il faisait confiance à Theo. Scott était incapable de l'expliquer. Il payait le prix de sa confiance mal avisée en Theo. Lorsque Styles a appris l'état de santé de Lydia, il est immédiatement allé lui rendre visite. Mais la mère de Lydia l'a chassé, disant que c'était parce qu'il traînait toujours avec sa fille qu'elle avait fini comme ça. Bien que Styles ait été mis dehors, il avait découvert la cause de l'état mental de Lydia. Theo avait utilisé ses griffes de loup pour sonder son cerveau. Le groupe s'est réuni pour examiner le piège que Theo avait tendu et a remarqué une anomalie. Si Theo avait vraiment voulu recruter Styles, il n'aurait pas pu être celui qui a tué le shérif. Pour sauver le shérif, il devait découvrir qui était vraiment derrière l'attaque. La seule façon d'y parvenir était de retrouver Theo. Styles décida qu'il valait mieux attendre que Theo vienne à eux plutôt que de le chercher. Effectivement, le lendemain matin, Theo arriva à leur emplacement. Scott se cacha dans l'ombre, mais son odeur était impossible à dissimuler. Heureusement, Styles utilisa les vêtements de Scott pour masquer l'odeur. Lorsqu'il fut confronté à la situation, Theo admit qu'il n'était pas responsable des blessures du shérif. Theo n'avait toujours pas renoncé à essayer de recruter Styles, alors il révéla quelques informations. Les Dread Doctors avaient réussi leurs expériences et créé un ancien behemoth. Styles le pressa de lui demander pourquoi il avait fait du mal à Lydia. Theo ne montra aucun remords, répondant simplement que c'était un accident. Styles essaya d'en demander plus, mais Theo le repoussa et s'éloigna. Plus tard, Scott réveilla Styles. Les loups-garous peuvent détecter les mensonges en entendant les battements de cœur. Scott était sûr que Theo n'avait pas menti. Cela signifiait que le shérif avait été blessé par une autre chimère. Malia avait déjà combattu cette chimère. Pendant ce temps, Liam avait prévu d'informer sa sœur policière de la mort de Eden, mais lorsqu'il renifla l'air à l'extérieur du commissariat, il sentit l'odeur de Eden, ce qui lui donna de l'espoir. Il voulait trouver la Néméton pour voir son corps de ses propres yeux. Alors Liam et Mason se dirigèrent vers la bibliothèque, qui avait été laissée en ruine après la bataille. Les images de cette nuit-là défilèrent dans l'esprit de Liam, et il se sentit profondément honteux. Mason trouva une carte de Beacon Hill, et ils utilisèrent le courant énergétique de la Terre pour localiser le Néméton. Mais le Néméton n'était pas quelque chose qu'on pouvait trouver facilement. Il fallait qu'il se révèle de son plein gré. À l'hôpital, la mère de Lydia accepta de transférer sa fille à la maison Iken, où le directeur lui avait promis que ce serait plus sûr. Juste à ce moment-là, l'adjoint vint lui rendre visite. Lorsque le directeur le vit, il lui demanda immédiatement de signer des papiers, puis s'en alla rapidement, visiblement terrifié par l'adjoint. L'adjoint se précipita à sa poursuite, sachant que l'hôpital psychiatrique n'était pas un établissement ordinaire, c'était en fait une prison pour créatures surnaturelles. Il jura qu'il trouverait un moyen de sauver Lydia. Une fois dans sa voiture, le réalisateur a révélé sa véritable forme. Il s'agissait du monstre à 3 yeux, le docteur Valak. Après s'être échappé de prison, Valak avait pris le contrôle de la maison Iken. Comme Scott ne pouvait pas se transformer en loup-garou, il appela Malia à l'aide. Ils suivirent l'odeur de la chimère jusqu'à une usine d'eau abandonnée. Sur le chemin, Styles et Malia parlèrent à peine, alors Scott demanda ce qui se passait. Il s'avéra que sa petite amie et son meilleur ami avaient rompu avec lui, et Scott eut de la peine pour lui. Pendant ce temps, Mason et Liam avaient localisé l'endroit sur la carte, mais n'avaient trouvé aucun signe du Néméton. Puis, avec un éclair de perspicacité, Mason réalisa que puisque le Néméton était un phare pour les créatures surnaturelles, eux seuls pouvaient le voir. Grâce à sa vision de loup-garou, Liam l'a finalement repéré, et à sa grande surprise, Mason pouvait également voir le Néméton. C'était un indice important. Ils ont compté les corps à proximité et ont trouvé 4 disparus, dont la petite amie de Liam, Eden.
Alors qu'ils s'apprêtaient à contacter leurs alliés, la police encercla soudainement la zone. C'était Eden qui les avait appelés, même si elle était déjà tombée sous le contrôle de Théo. Ailleurs, ils trouvèrent tous les trois la chimère, qui se cachait des Dread Doctors. Au moment critique, le chasseur de loups-garous Chris est arrivé pour aider. Sous sa puissance de feu, le groupe a réussi à s'échapper. Alors que Styles poursuivait la chimère, il s'est rendu compte qu'une partie de son couteau en os manquait. Il a rapidement informé Melissa que c'était la raison pour laquelle l'état du shérif s'était aggravé. Le morceau manquant du couteau était logé à l'intérieur de lui. Après l'opération, ils ont réussi à sauver la vie du shérif, mais la chimère a finalement été détruite. Plus tard, Théo a emmené Eden à l'usine d'eau, où ils ont trouvé les symboles que Scott avait laissés derrière lui. Contrairement au symbole du vortex tourbillonnant représentant la vengeance, celui-ci était un signal pour rassembler le paquet de Scott. Après que Lydia ait été enfermée à Ikenaos, son état s'est progressivement amélioré. Le docteur Valak l'a interrogé sans relâche sur les événements impliquant Scott et les autres. Pour améliorer les capacités de Banshee de Lydia, il a percé un trou dans son crâne pour l'aérer, la laissant avec une sensation étrangement rafraîchie. Lydia, bien sûr, avait vu un secret concernant Théo. Théo avait intentionnellement tué sa sœur aînée pour lui transplanter le cœur. Il avait participé aux expériences des Dread Doctors depuis son enfance. L'ancien behemoth de la fresque était le dernier chef-d'œuvre des Dread Doctors. Même Théo ne connaissait pas sa véritable identité. Pendant ce temps, Théo menait sa meute de chimères dans la maison Iken dans le but de capturer Lydia. Lorsqu'ils virent le trou dans sa tête, il altère de surprise. Théo était sur le point de prendre Lydia, mais juste à ce moment-là, un invité inattendu arriva. Le chien de l'enfer apparut pour la première fois sous sa véritable forme. La chaleur intense qui émanait de son corps le rendait presque invincible. Une créature gigantesque, enveloppée de fumée noire et dont les yeux brillaient comme des lampes de poche, descendit. Même avec les loups-garous et les chimères faisant équipe, leur seule option était de fuir. Cette créature était l'expérience ultime des Dread Doctors, et maintenant elle s'était réveillée. Liam et Eden sautèrent d'une falaise pour échapper de justesse à sa poursuite. Le lendemain, ils partagèrent une vidéo du monstre géant avec Scott. Même à travers un écran, la présence oppressante de la créature fit battre le cœur de Scott. Ayant perdu sa capacité à se transformer et sa meute dispersée, il savait que pour faire face à cette nouvelle menace, il devait réunir sa meute. Lorsqu'il alla voir son meilleur ami, Styles, il le trouva en pleine discussion avec son père. Comprenant la situation, Scott partit discrètement. Il rechercha ensuite Malia, qui était occupée à enquêter sur les allées et venues du loup du désert. Elle voulait tuer sa mère, et elle savait que Scott ne la soutiendrait jamais dans cette démarche. Refusant de retourner dans la meute, Malia a laissé Scott seul et sans chef. Après le départ de Scott, Malia et Bradan continuèrent d'interroger les mercenaires qu'ils avaient capturés. L'un d'eux savait où se trouvait le loup du désert, mais resta muet malgré la torture physique subie. L'esprit fier du mercenaire refusa de se briser. Bradan utilisa alors une approche différente, elle corromprait son âme à la place. Finalement, le mercenaire céda. Ils apprirent que le vétérinaire était aux mains du loup du désert. À l'hôpital psychiatrique, Lydia, dont l'esprit avait quitté son corps en raison de lésions nerveuses, entra en contact avec une autre Banshee, Meredith. Les deux communiquèrent par projection astrale, une capacité spéciale des Banshees. En tant qu'aînée expérimentée, Meredith répondit à de nombreuses questions de Lydia. Elle expliqua que l'apprentissage rapide de Lydia, y compris ses compétences de combat, faisait partie du fait d'être une Banshee, mais que le véritable pouvoir résidait dans leur capacité sonore. Meredith prévoyait d'apprendre à Lydia comment transformer ses ondes sonores en une arme. Lydia était sur le point de suivre un entraînement intense, passant du statut de soutien à celui de guerrière. Après avoir entendu parler de la bête géante, Styles se rendit immédiatement chez Scott. Tous deux enterrèrent la hachette et se dirigèrent vers la tour de signalisation pour enquêter sur les origines de la créature. En suivant une traînée de sang, ils trouvèrent une entrée souterraine, mais elle était bloquée par une armoire en fer. Scott s'efforça de toutes ses forces, mais ne parvint pas à la déplacer. C'est à ce moment-là que Styles réalisa à quel point les blessures de Scott l'avaient affecté. Ensemble, ils réussirent à déplacer l'armoire. Pendant ce temps, Liam et Mason étaient sur le point de ressusciter Corey et avaient réussi à lui soutirer des informations. Théo avait ressuscité 4 chimères, formant une meute de chimères de la mort. Liam a exhorté Mason à utiliser son charme et à soutirer plus d'informations de Corey. Cependant, Théo avait déjà trouvé Corey et, à l'aide de menaces et de promesses, avait convaincu la chimère à la volonté faible de partir avec lui. Lorsque Corey a disparu, Liam et Mason sont devenus très inquiets. Ils ont deviné que Théo rassemblait sa meute pour affronter Scott, et ils devaient le prévenir. Liam ne savait pas comment aborder Scott,
surtout après avoir failli le tuer lui-même. Mason le rassura en lui disant que Scott lui pardonnerait à condition qu'il s'excuse sincèrement. À la tour de signalisation, Scott et Styles entrèrent par l'entrée souterraine et trouvèrent le sol recouvert de mercure. La créature géante avait laissé derrière elle une inscription latine irradiant de fumée noire. Après l'avoir traduite, ils comprirent qu'elle signifiait amnésie sélective. Scott était sur le point de prendre une photo quand soudain Tracy émergea et attaqua Styles. C'était un monstre lézard génétiquement modifié, et son venin pouvait paralyser une personne instantanément. La chimère électrique a également rejoint la mêlée. Scott ne pouvait se transformer que partiellement. Bien qu'il ne puisse pas libérer toute sa force, sa vaste expérience de combat lui a permis de les maîtriser facilement tous les deux. La chimère électrique a été paralysée par le venin, et le monstre lézard a été repoussé par une explosion d'électricité. Bien que Corey ait tenté de cacher sa peur, Scott pouvait la sentir. Voyant ses subordonnés paniquer et d'autres tomber, Theo est intervenu pour arrêter le procès. Theo pouvait toujours tuer Scott, mais il avait changé de tactique. Avec la créature géante réveillée et libérée, il avait formé la meute chimère et abandonné sa rivalité avec Scott. Sachant à quel point la bête était terrifiante, Theo frappa du pied, fissurant le sol et détruisant l'inscription. Scott serra les dents, supportant silencieusement que Theo oblitère l'indice. Theo essaya de convaincre Scott d'abandonner ses rancunes passées. Depuis sa tentative ratée de prendre le pouvoir, il avait perdu tout intérêt pour Scott. La véritable menace était la créature géante. Son hôte se trouvait probablement quelque part dans l'école, peut-être même l'un de leurs camarades de classe. L'inscription latine sur le sol suggérait que l'hôte avait peut-être volontairement oublié qu'il était la bête. Liam se rendit à la clinique à la recherche de Scott, mais à ce moment-là, Eden arriva. Liam était déjà au courant du projet de Theo de former une nouvelle meute, il se méfia donc d'Eden, pensant qu'elle avait peut-être été envoyée par Theo pour s'occuper de lui. Eden a admis qu'elle était là pour lui. Elle était au courant des événements qui s'étaient déroulés lors de la nuit de la super pleine lune, et de la façon dont Liam avait failli tuer Scott pour la sauver. Liam s'attendait à ce que Eden soit profondément ému, mais au lieu de cela, elle a réprimandé. Liam a froncé les sourcils, confus. En vérité, Eden était tiraillé entre les deux. Theo lui avait sauvé la vie, mais elle savait aussi que Scott était du côté de la justice. Elle était déchirée, mais quel que soit le camp dans lequel il se trouvait, ses sentiments pour Liam restaient inchangés. Pendant ce temps, Scott était frustré de ne pas avoir pris de photo de l'indice, mais heureusement, Styles s'en souvenait. L'expression « amnésie sélective » faisait référence à une suppression de la mémoire. Ensemble, ils en déduisirent que la créature n'était pas une chimère artificielle, mais plutôt une ancienne bête ressuscitée par les Dread Doctors. En traçant un cercle concentrique sur le sol, symbole qui représentait à la fois le tatouage de Scott et la marque de sa meute, il exprimait leur volonté de réunir leur meute. Ailleurs, dans le but d'aider Scott à enquêter sur les origines de la bête géante, le chasseur de loups-garous Chris a sorti une herbe d'aconite jaune rare et a rendu visite à son père, Gérard, qui était toujours en vie. À contre-cœur, Chris jeta l'herbe au sol. Gérard se jeta dessus avec avidité, dévorant le poison qui le tourmentait depuis si longtemps, ce qui avait fait rougir son sang noir. En guise de remerciement, Gérard révéla les origines de la bête. Leur famille était devenue une lignée de chasseurs précisément à cause de leur lien avec cette bête, une créature nommée Gévaudan, née pour tuer. C'était l'ancêtre de tous les loups-garous. Pendant ce temps, Kira fut emmenée par sa mère dans un désert. Du sol surgirent 3 figures indigènes. La mère les appelait les Skinwalkers. C'étaient des êtres coincés entre les humains et les créatures surnaturelles, vivant en reclus. Ils portaient le soleil brûlant sur la tête et la terre jaune sur le corps, maintenant l'équilibre entre leurs côtés humains et bestiaux. Kira avait du mal à contrôler ses pouvoirs spirituels de Kitsune, et sa mère l'a emmenée dans le désert pour obtenir de l'aide. Les 3 Skinwalkers allaient la tester. Après une bataille intense où elle en a affronté 3, Kira a perdu parce qu'elle avait trop peur de libérer ses pouvoirs sauvages de Kitsune. Les Skinwalkers ont accepté de l'aider à contrôler son démon, mais si elle échouait, elle devrait devenir l'un d'eux. La scène se déplaça vers Scott. Après l'apparition de la bête de Gévaudan, il s'est concentré sur le rassemblement de toutes les forces disponibles. Alors qu'il s'apprêtait à partir à la recherche de Kira, Liam est venu à lui. Il avait l'air mal à l'aise, comme un enfant qui aurait fait une erreur, d'autant plus que leur dernière rencontre avait failli se transformer en bataille mortelle. Liam lui a expliqué que Theo avait formé une meute de chimères de la mort. La réaction de Scott fut indifférente. Il les avait déjà combattus. Comme il ne pouvait pas encore faire entièrement confiance à Liam, il déclina son offre de se joindre à lui. La Jeep cabossée et rafistolée de Style était de nouveau en action, même si elle brûlait du carburant. Ils roulèrent toute la nuit en direction du terrain d'essai de Kira. Pendant ce temps, Theo et Tracy cherchaient la bête Gévaudan,
mais ils allaient droit au désastre. Ils suivirent la créature jusqu'à l'école et trouvèrent la même inscription noire. Cela signifiait que la bête géante essayait de se rappeler de qui il s'agissait. Les docteurs de la terreur avaient implanté Gévaudan dans le corps d'un enfant, et ni l'hôte ni Gévaudan ne connaissaient l'existence de l'autre. C'était comme le jour et la nuit, clairement séparés. Théo raconta à Tracy que le docteur de la terreur avait dit que Gévaudan avait tué près de 500 loups-garous, une machine à tuer ambulante. Alors qu'ils parlaient, ils entendirent un bruit et s'apprêtaient à enquêter lorsque le docteur de la terreur apparut soudainement, leur bloquant le passage. Ils ne reprochèrent pas à Théo d'avoir ressuscité 4 chimères ratées, mais Théo n'était pas satisfait. Il voulait toujours devenir le loup alpha aux yeux rouges. Avant qu'ils puissent en dire plus, la bête de Gévaudan apparut derrière eux comme un dieu de la destruction marchant sur terre. Les cheveux de Théo se dressèrent sur sa tête. Il réalisa à quel point il avait été stupide d'essayer de capturer une créature aussi féroce. La bête tenait une tête humaine ensanglantée dans sa main, sa forme massive remplissant la majeure partie du couloir. Théo et Tracy étaient figés de peur, leur corps se retirant involontairement, couvrant leur tête alors que Gévaudan laissait échapper un rugissement terrifiant. Lorsqu'ils relevèrent les yeux, le docteur et Gévaudan avaient tous deux disparu. C'était un miracle qu'ils soient encore en vie. Au cours de leur voyage, Scott et Styles ont eu une conversation ouverte sur divers sujets, comme la façon dont Malia et Bradan s'associaient pour traquer le loup du désert. Ils ont également discuté de l'histoire de la bête de Gévaudan et du concept d'amnésie sélective, une punition romaine où les noms des criminels étaient effacés des livres et leurs visages grattés sur les statues. Les Romains pensaient qu'être oublié était un sort pire que la mort. La bête de Gévaudan, ressuscitée par les docteurs de la terreur, était à l'origine un tueur dont l'existence avait été effacée de l'histoire. En une seule nuit, ils avaient déjà brûlé 10 barils de carburant. Pendant ce temps, sur le siège arrière, une annonce retentit dans l'interphone de l'école. Le cours d'un professeur avait été annulé. Le professeur avait probablement été tué par la bête de Gévaudan. Théo a intentionnellement provoqué Eden pour perturber l'état d'esprit de Liam. Malgré la frustration croissante de Liam, il s'est retenu, pensant que si Théo flirtait avec sa fille, il ferait creuser Mason dans ses secrets. Sur ce, Mason est allé voir Cory, utilisant son charme pour le convaincre de rester loin de Théo tout en lui extrayant des informations clés. Dans le désert, les blessures de Kira étaient déjà cicatrisées. La mère lui dit que ce soir, les Skinwalkers lui feraient subir l'épreuve ultime pour contrôler le démon Kitsune qui sommeille en elle. Si Kira échouait, la mère préférerait qu'elle devienne comme un fantôme sauvage, errant dans le désert, du moins toujours en vie. C'était peut-être le seul moyen de la sauver. Dans l'hôpital psychiatrique, la Banshee Lydia, sous sa forme spirituelle, apprenait les techniques des ondes sonores auprès de Meredith. Soudain, un cri perçant résonna dans l'hôpital psychiatrique, comme s'il déchirait l'âme. 2 assistants se précipitèrent pour trouver Lydia à la source du cri, même si son corps n'était qu'une coquille sans vie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les yeux de Lydia avaient légèrement bougé. Pendant ce temps, Scott et Styles avaient parcouru la moitié du chemin avant de tomber en panne sèche. En faisant le plein, Styles a finalement pris sa décision et a avoué les détails de la mort accidentelle de Donovan, ce qui était un cas de légitime défense. Scott se sentit honteux. Il avait été trompé par les mensonges de Théo parce qu'il ne faisait pas confiance à Styles, et il réalisa qu'il devait réfléchir à ses propres actions. Maintenant que la vérité avait été révélée, il n'y avait plus de barrière entre eux. Ils étaient toujours les meilleurs amis du monde, et ils resteraient unis dans la vie et dans la mort. Alors que la nuit tombait, ils aperçurent des éclairs au sommet de la montagne au loin. Cela signifiait que l'épreuve ultime de Kira commençait. Pendant ce temps, Malia était à la clinique vétérinaire, à la recherche d'indices. Après une enquête infructueuse, elle fut frustrée lorsque Théo apparut pour essayer de la recruter. Théo resta calme, ne disant rien alors qu'elle exprimait sa colère. Une fois qu'elle eut terminé, il proposa de l'aider en demandant au Dread Doctor de traquer le loup du désert. Au sommet de la montagne, Kira affronta un esprit maléfique massif au combat. Chaque fois qu'elle frappait le démon, elle ressentait la même blessure infligée à elle-même, comme si elle se battait contre elle-même. Pour vaincre le démon, elle n'avait d'autre choix que de libérer le démon Kitsune en elle. Kira lutta toute la nuit et finit par vaincre l'esprit maléfique, réussissant l'épreuve. Cependant, les Skinwalkers revinrent sur leurs paroles, forçant Kira à les rejoindre. Ils frappèrent le sol avec leurs lances, faisant craquer la terre sous les pieds de la mère et de la fille. La mère sortit son couteau, faisant signe à sa fille de monter dans la voiture, mais les pneus furent crevés par les lances avant qu'elle ne puisse s'échapper. Une bataille était sur le point d'éclater. À ce moment-là, Scott et Styles arrivèrent juste à temps. La mère couvrit leur retraite, permettant aux 3 de monter dans la voiture. Les Skinwalkers tentèrent à nouveau le même tour, mais la mère coupa les lances en 2, et les 4 s'éloignèrent du désert. De retour en ville,
Liam et Mason apportèrent de nouvelles critiques. Théo n'avait pas renoncé à devenir un loup alpha. Il chassait maintenant un loup alpha aveugle. Il semblait que Théo était assez têtu. Incapable de prendre le pouvoir de trop alpha de Scott, il jeta son dévolu sur le loup démon de Calion. La scène se déplaça vers Gérard et Chris qui racontaient une histoire que selon la légende, la bête du Gévaudan était un monstre en forme de loup qui chassait spécifiquement les humains. Il avait d'énormes crocs et un corps plusieurs fois plus grand qu'un loup-garou normal. Dans la France du XVIIIe siècle, le Gévaudan mangeur d'hommes laissa plus de 200 âmes dans son sillage, avant d'être finalement encerclé et tué par une lignée de chasseurs de loups-garous. Désormais ressuscité par les Dread Doctors, la bête du Gévaudan serait traquée par les chasseurs de loups-garous Gérard et Chris, qui perpétueraient la volonté de leurs ancêtres. Alors qu'ils enquêtaient sur la localisation du Gévaudan, les chasseurs furent attaqués par les Dread Doctors. Gérard utilisa un appareil d'interférence rouge, et les Dread Doctors semblaient le craindre. Gérard connaissait leur fréquence, et d'un seul geste, il montra aux Dread Doctors que leurs années de pouvoir incontrôlé n'étaient pas suffisantes pour le vaincre. Pour la première fois depuis des siècles, les Docteurs de la Terreur furent repoussés et Gérard prit le contrôle. Dans un tunnel, Chris découvrit un donjon rempli de 23 cadavres, tous grouillant d'asticots. Ces corps furent ensuite transportés dans un hôpital et le shérif fut stupéfait de les voir. Il avait rêvé de ces 23 corps et maintenant son rêve devenait réalité. Scott et les autres arrivèrent après avoir entendu parler de la découverte. Après avoir examiné les blessures sur les corps, ils en déduisirent que la bête du Gévaudan en était responsable. Les Docteurs de la Terreur dissimulaient ces actions, protégeant ce monstre comme s'il s'agissait de leur enfant. De l'autre côté, Malia accepta l'aide de Théo pour traquer le loup du désert. Théo la conduisit au laboratoire des Dread Doctors, où il produisit une paire de lunettes à pointe. Il expliqua que différents monstres avaient des fréquences uniques et que ces lunettes pouvaient détecter leur emplacement en fonction de ces fréquences. Lorsque Malia les mit, elle hurla de douleur, mais Théo l'exhorta à garder les yeux ouverts et à supporter la douleur. Malia a finalement localisé l'endroit où se trouvait le loup du désert. Elle était en train d'attacher le vétérinaire et le motif sur le mur était la clé. Le loup du désert était déjà arrivé en ville. Avant de partir à la chasse à sa mère, Malia a d'abord visité le vestiaire des garçons à l'école, où elle a trouvé Liam. Elle lui a demandé de transmettre un message à Scott, selon lequel le laboratoire des Dread Doctors était caché dans les tunnels. Malia n'osait pas affronter Scott directement, car elle savait qu'il ne cautionnerait jamais son parricide ou son alliance avec Théo. Pendant ce temps, Bradan découvrait un indice sur le schéma. Il menait à une usine abandonnée. Elle savait que Théo avait tendu un piège pour tuer Scott. Elle nourrissait donc une profonde méfiance à son égard. Cet homme était plein de manigances et totalement indigne de confiance, mais Malia était déterminée à continuer de travailler avec Théo malgré les tentatives de Bradan pour l'en dissuader.